Bonjour à tous et bienvenue. Allons plus loin sur Public Sénat. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Cyril Pellevat. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sénateur LR de Haute-Savoie et vous reviendrez notamment sur l'élection de Christian Jacob à la tête de votre parti. Durant ces 2 heures, nous irons également en salle des conférences. C'est Quentin Calmet qui recueillera pour nous les réactions des autres sénateurs et sénatrices sur les différents sujets que nous traitons aujourd'hui dans l'émission. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui Jean-Philippe Moinet, bonjour, fondateur et directeur de la revue Civique. Et vous reviendrez justement sur cette élection du nouveau patron des LR. Oui, qui a clarifié quand même une ligne politique fermement. Avec des enseignements que vous tirerez avec nous sur ce plateau. Marie Brémaud fait aussi partie du club, c'est notre spécialiste Europe. Bonjour Marie, pas mal d'actualités sur l'Europe cette semaine et aujourd'hui en particulier. Une semaine très européenne pour le président Macron, une semaine très importante pour l'Union. Et vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Enfin dans le club, Marie-Pierre Bourgeois. Marie-Pierre, bonjour, notre chroniqueuse des livres politiques. Zoom sur celui de Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Bernard Cazeneuve ou le sosie d'Éric Ciotti. Oh là, quel teasing, on a hâte de savoir. On vous retrouve dans quelques minutes. Dans une demi-heure, Sénat en clair, retour sur une très vive et très sensible polémique autour du voile des accompagnatrices de sortie scolaire. Elle fait suite à une scène filmée en séance de conseil régional. Dès le mois de mai, la droite sénatoriale avait voulu durcir la loi sur ce point. Le gouvernement, lui, est plutôt ambigu. Si vous avez envie de réagir sur Twitter, n'hésitez pas, il y a le hashtag ALPL. Mais avant de parler de tout cela, cette élection donc d'un nouveau patron à la tête des LR, c'est Christian Jacob qui prend les commandes d'un parti plutôt mal en point, on peut le dire. Peut-il reconstruire la droite et surtout quelle droite? Je vous ferai réagir dans un instant. Cyril Pellevat, d'abord retour sur les résultats et les réactions avec vous. Marie Brémaud, vous y étiez hier soir et avec Jordan Klein. Bravo. Salut. Félicitations. Le voilà, le grand vainqueur annoncé de cette soirée électorale. Christian Jacob est élu dès le premier tour avec 62% des voix. Son arrivée anime quelque peu le siège des Républicains. Je veux consacrer les 2 ans et demi qui nous séparent de l'élection présidentielle pour redonner une partie de ce que j'ai reçu à ma famille politique et en tout cas le faire avec toute la conviction et l'engagement qui est le mien. Ce fidèle chiracien entré en politique il y a plus de 35 ans prend donc la tête des LR. Et ce soir, il semble y avoir une satisfaction, la participation. Personne n'imaginait que nous arriverions à 62 000 militants participant à cette élection avec 47%. Ça montre que nous avons une base militante forte et motivée. On remarque ce soir 2 grands absents. Les 2 autres candidats malheureux, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, n'ont pas fait le déplacement. Dans toutes les bouches des quelques cadres présents, l'objectif, le rassemblement. Rassembler d'abord ceux qui sont encore là et puis essayer de faire revenir les autres. Donc maintenant, il faut faire En tout cas, il faut arrêter l'hémorragie. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'adhérents, le nombre d'élus qui sont partis, c'est insupportable si on veut rester une grande famille politique qui joue dans la cour des grands. Un appel du pied à Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ou dernièrement Jean-Pierre Raffarin qui a pris ses distances. Mais qu'est-ce qui rassemble la droite française? Pour Guillaume Pelletier, il faut parler avant tout du projet. C'est qu'est-ce que nous avons à dire aux Français? Comment la droite va à nouveau penser par elle-même et proposer à nos compatriotes un chemin nouveau et alternatif à Emmanuel Macron et à Madame Le Pen. Allez. Tâche ardue qui attend Christian Jacob à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Les appétits s'aiguisent déjà. Il va lui falloir rassembler certes, mais aussi faire taire les égos et les ambitions, au moins pour quelque temps. Allons plus loin donc avec vous, Cyril Pellevat, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de Haute-Savoie, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes heureux que ce soit Christian Jacob qui soit élu à la tête de LR? C'est une mauvaise page qui se tourne enfin du côté de votre parti? Oui, écoutez, heureux parce que je l'avais parrainé, donc bien évidemment on est content du résultat. Par rapport au parti, c'est fait 7 ans maintenant qu'on a des hauts et des bas, donc maintenant on accueille cette élection avec un soulagement. On voit qu'on a des motifs de satisfaction avec une participation qui a été relativement haute, avec 62%, et une majorité qui est claire pour Christian Jacob. On l'a entendu parler d'une équipe renouvelée à l'avenir. Lui-même est un ancien ministre de Jacques Chirac. C'est renouvellement ou continuité? Écoutez, je pense qu'on avait besoin aujourd'hui de rassurer les adhérents du haut niveau des partis Les Républicains. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un, une figure qui apaise, qui rassemble, et il l'a montré. Enfin, en tout cas, il souhaite le rassemblement, y compris des personnes qui aujourd'hui ne sont plus dans notre famille politique. Mais bien évidemment, le rassemblement passera par aussi une part de renouvellement. Donc je pense que c'est une bonne solution pour notre parti. Il a envoyé des petites piques aussi hier soir. Il
Il a appelé à mettre de côté les ambitions personnelles et les égos. Ce parti a un problème. C'est pas la première fois qu'un ténor de la droite accuse le parti d'être gangréné par les égos et les ambitions. Il y a un problème. Je pense effectivement qu'il a raison de le rappeler, parce que sur les dernières années, on a plus parlé des guerres d'égos, des guerres de personnes, que ce soit au niveau des présidences et des candidatures, donc au niveau du parti, mais également présidentielles. Et effectivement, on a été inaudible sur les projets, sur les idées. Donc là, bien évidemment, sur les 2 ans et demi qui restent, il faudra qu'on travaille sur une ligne politique qui soit claire et qu'on puisse après la porter pour les élections présidentielles. On l'a entendu ce matin également se prononcer fermement contre le système des primaires à droite. Trop de divisions pour lui avant un éventuel rassemblement. Il préfère qu'on rassemble tout de suite. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je suis d'accord avec lui. Évidemment, on a vu que les primaires n'ont pas été une réussite pour notre parti politique. D'ailleurs, on le voit encore actuellement avec des clans sur ceux qui ont soutenu Juppé, Le Maire et j'en passe. Donc là, il faut mettre vraiment tous les égos de côté et rebasculer et repartir sur un projet. Après, les primaires, il faudra regarder dans la primaire ouverte telle qu'elle avait été faite en 2016. À mon avis, il ne faudra pas renouveler l'expérience, mais peut-être, pourquoi pas, une primaire au sein des adhérents. Là, ça serait peut-être la solution. D'accord. Cyril Pellevat, je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allant plus loin. Et dans le club aujourd'hui, je vous le disais, Jean-Philippe Moinet, Marie Brémaud, Marie-Pierre Bourgeois, bienvenue à tous les trois. Jean-Philippe, vous avez choisi de revenir justement sur ce sujet et vous avez tiré des enseignements de cette élection du nouveau patron des LR. Oui, je tire en fait 2 enseignements majeurs à cette élection. D'abord, une vitalité participative sauvegardée, ça a été analysé déjà, et une ligne politique bien clarifiée, me semble-t-il. Avec 61 000 votants, ce mouvement a réussi finalement à éviter une atonie participative qui pouvait le menacer, y compris au sein de l'appareil sortant. On l'a entendu dans le sujet. Les craintes qu'on entendait étaient de ne pas dépasser la barre des 40-50 000 votants. Et avec ce taux de participation qui est modeste, mais enfin qui est un succès, important, en tout cas. 47%, ça a plutôt rassuré déjà l'appareil, et alors que la campagne n'était pas vraiment passionnante, pour le moins. En tout cas, elle n'a passionné pas grand monde. Voilà, elle n'a pas passionné grand monde. Le deuxième enseignement qui est plus important, me semble-t-il, est la ligne politique choisie, qui est celle de la clarté. Si Christian Jacob l'a largement emporté dès le premier tour avec 62% des voix, cela a bien sûr un sens très profond pour les adhérents, l'échantillon très représentatif des adhérents LR. Le président du groupe de l'Assemblée a clairement gagné sans faire de campagne tonitruante. Sans provocation. Sans provocation, et finalement a cloué au sol ces 2 challengers, leur laissant quelques excès ou dérives. C'est une ligne en tout cas calmement de droite et fermement républicaine. Un axe, je pourrais dire, chiraco-sarkozyste qui a largement ratissé hier dans les urnes, tranchant avec la ligne précédente quand même de Laurent Wauquiez, disons plus identitaire et national crispé, ligne qui a tenté d'ailleurs de reprendre un challenger, un Guillaume Larrivé, qui a misé, lui, sur une thèse, l'immigration-invasion, des propositions, la suppression du droit du sol, même un référendum pour trancher la question complexe et sensible de l'immigration. Bref, résultat pour lui, 16% des voix LR. Alors, les électeurs, en fait, LR, ont pensé à l'avenir. Et l'avenir de l'opposition au macronisme, c'est quoi ? C'est retrouver une crédibilité, une cohérence de droite affirmée, certes, mais en nette distinction aussi avec le national-populisme de Marine Le Pen, qui agrège quand même 20 à 25% des voix. Alors cette opposition à l'exécutif Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a choisi de redresser la tête sans chercher à imiter Le Pen. Les électeurs LR ont vu le danger d'ailleurs. Le risque pour eux, c'est être absorbé par une vorace j'allais dire, mouvance nationale souverainiste que cherche à élargir Marine Le Pen, en laissant d'ailleurs à Marion Maréchal et Éric Zemmour le soin d'occuper le créneau de l'extrême droite identitaire assumée. Alors oui, la ligne Christian Jacob l'a emporté en correspondance finalement avec une certaine sagesse sénatoriale, on pourrait dire. Cette ligne représentée au Sénat par la figure bonhomme mais quand même solide de Gérard Larcher, et le président de l'Assemblée, et puis de Bruno Retailleau, peut-être d'une autre génération, mais souriante mais ferme, lui aussi sur ses convictions. En tout cas, l'homologue de Christian Jacob de la Haute Assemblée peut se satisfaire. Alors, dernier enseignement lié à ce que je viens de dire, c'est les adhérents LR ont aussi très majoritairement compris quelque chose, c'est que les territoires où les élus
sont majoritairement LR encore, n'étaient pas tentés du tout par une agitation, des emportements démagogiques, mais par une tempérance, j'allais dire, en même temps, républicaine et pragmatique. C'est pourquoi le bon sens paysan prêté au ministre de Jacques Chirac est largement préféré pour mener la campagne des municipales, finalement. D'accord, mais est-ce que pour autant ce parti LR peut sortir de l'ornière, selon vous ? Alors, sortir de l'ornière, les difficultés, on va voir, remotiver la droite républicaine, rester dans les murs du parti, c'est le premier objectif du nouveau président, sachant que les poids lourds déploient des efforts très visibles en dehors, hors les murs de LR, donc Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Deuxième objectif, renforcer une crédibilité, on l'a vu, on l'a dit, et pour exister et finalement ouvrir une troisième voie entre le duel Macron-Le Pen, l'élargir cette voie. Jusqu'à présent, ce parti était pris en étau, finalement assez étouffé. Alors ce triple objectif, sur lequel Gérard Larcher, comme Bruno Retailleau d'ailleurs, pourront aisément rejoindre et peut-être même devancer Christian Jacob. C'est tout l'enjeu, ouvrir une troisième voie, Cyril Pellevat. C'est toute la question qui va se poser pour le parti de droite. Oui, bien évidemment. On le voit qu'aujourd'hui, on veut nous enfermer sur un duel, y compris, du moins aux élections présidentielles, entre le Rassemblement national et la République en marche, vous l'avez rappelé. Simplement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des gens qui ont voté pour nous par le passé, qui sont peut-être un peu détournés de nous, que ce soit sur les dernières élections, que ce soit européennes ou présidentielles, ils ont envie de revoir une droite forte, ils ont envie de revoir une droite qui existe. Et quelque part, il suffit qu'on aille leur parler et quelque part d'éviter les tabous. Donc on a effectivement notre carte à jouer, après à voir comment on va l'articuler sur les prochains jours avec la présidence de Christian Jacob. Cette carte à jouer, elle se joue dans les territoires, d'après vous. C'est là d'ailleurs que le bas blesse pour la République en marche, donc c'est peut-être là la fenêtre de tir pour LR. Oui, bien évidemment. Enfin, c'était rappelé, nous sommes majoritaires sur les territoires, que ce soit aussi bien au niveau des villes qu'au niveau des départements, régions. Donc, oui, mais c'était avant le tremblement de terre Macron, j'ai envie de dire. Oui, mais je veux dire, on a quand même des élus qui sont très impliqués sur leur territoire et on le voit, il y avait une volonté de Macron de pouvoir récupérer tout un tas de villes, etc. Les ambitions ont été revues à la baisse et on voit que nos élus républicains sont bien ancrés. Donc, bien évidemment, l'objectif... Ils sont bien ancrés, mais ils mettent leur drapeau LR parfois dans la poche, pas très visible. Mais ils vont, en fait, là où ils seront jugés, c'est sur la politique qu'ils ont menée sur les 6 dernières années. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas basculé En Marche ni Rassemblement National. L'idée, c'est aussi de leur redonner une fierté à brandir ce drapeau LR. Clairement, ça c'est tout l'enjeu des prochains mois qui vont arriver. Comme vous le dites, il y en a beaucoup qui aujourd'hui vont demander l'investiture, les Républicains, mais derrière ne vont pas forcément l'afficher. Donc effectivement, comment on arrive à leur redonner confiance au parti, comment on arrive à leur parler et comment on arrive du coup à faire adhérer la population. Vous êtes d'accord avec l'expression de Jean-Philippe Moinet sur Christian Jacob, une ligne calmement de droite et fermement républicaine, un axe chiraco-sarkozyste. C'est exactement ça ou pas ? Oui, je suis d'accord avec l'expression, bien sûr. Ouais, ça vous parle. Oui, il a d'ailleurs beaucoup ça vous change de Laurent Wauquiez ? Sur le... Je pense que oui, ça change de Laurent Wauquiez, qui avait vraiment une politique qui était ferme, et on lui a assez, pour le coup, reproché sur les derniers mois. Et le fait d'avoir, vous l'avez aussi dit, un peu une figure qui rappelle Larcher, plutôt la bonhomie, plutôt le rassemblement, aujourd'hui, bien évidemment, change et nous donne confiance pour l'avenir. Allez, on continue. Marie Brémaud, c'est à vous, notre spécialiste Europe. Ça vous concerne aussi, c'est un sujet qui vous intéresse, Cyril Pellevat. Emmanuel Macron a ouvert une séquence européenne et il reçoit de très nombreux visiteurs sur le sujet. Ça discute à tout va, car il faut bien avancer sur la candidature française à la Commission européenne, le Parlement européen ayant rejeté Sylvie Goulard. Le président français, après la stupeur et le mécontentement à l'Élysée, ont dit que le président craint un Parlement européen incontrôlable, hostile au projet français et sans majorité positive. Eh bien voilà, une fois que le constat est posé, en tout cas de son côté, il faut agir. Il dînait hier avec Angela Merkel, il a rencontré aujourd'hui Ursula von der Leyen ce matin, la présidente de la Commission européenne, il déjeunait avec Donald Tusk et donc tout ça pour évidemment parler de cette candidature et il ne faut pas trop tarder puisque la nouvelle Commission européenne elle est censée prendre ses fonctions le 1er novembre, autant dire que c'est demain, même si certains disent déjà qu'on ne pourra pas respecter les délais. C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement européen, David Sassoli. Je le cite, « Je pense qu'il ne sera peut-être plus possible de respecter la date du 1er novembre. Nous irons à celle du 1er décembre. »
Les incertitudes, elles concernent la candidature française au marché intérieur, mais aussi 2 autres postes, puisque les candidats roumains et hongrois ont également été recalés. Je tiens à préciser qu'une commission qui prend ses fonctions avec du retard, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en 2010 avec la commission Barroso II, mais c'était pour d'autres raisons. Mais ce serait donc pas forcément un drame, on y reviendra avec vous. Plusieurs postes à pourvoir, on l'a compris. Est-ce qu'on a quand même des pistes pour le nouveau candidat français? Alors il y a des noms qui ressortent encore et encore. Il faudrait dans l'idéal que ce soit une femme pour respecter la parité au sein de la Commission européenne. On reparle de Florence Parly. Florence Parly, c'est la ministre des Armées. Son nom était déjà sorti du chapeau il y a quelques semaines. Elle connaît très bien le fonctionnement des institutions européennes, mais selon nos collègues du Monde, elle n'est pas intéressée. Alors, il y a une autre possibilité, c'est Ségolène Royal. Pourquoi on parle d'elle? Parce que c'est une femme, parce qu'elle est Macron-compatible et parce qu'elle avait fait acte de candidature. Mais pour le portefeuille en question, marché intérieur, industrie, défense, pas sûr quelle est la légitimité suffisante. Alors, sinon, du côté des hommes, on parle de Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie. Sous Nicolas Sarkozy, il avait occupé le secrétariat aux affaires européennes et il avait plutôt été remarqué dans le cercle européen. On parle également de Michel Barnier, bien sûr, mais le négociateur pour l'Union européenne du Brexit, il est quand même très occupé par ailleurs. Avec le Brexit, exactement. Et puis, il appartient au PPE, le groupe conservateur, qui a en grande partie fait capoter la nomination de Sylvie Goulard. C'est compliqué. Il y a encore d'autres noms qui circulent, des personnalités moins connues, mais peut-être plus en général, ça veut dire qu'on n'en sait rien. Exactement. Parce qu'il faut quand même avoir un certain poids politique au sein de la Commission pour peser. Vous le voyez, il n'y a pas de candidat en fait évident. Est-ce que vous, Cyril Pellevat, vous avez des informations ou au moins une préférence? Écoutez, en l'état actuel des choses, j'ai pas d'informations plus que vous, comme j'écoute aussi les médias et les noms que vous avez cités sont ceux qui ressortent très régulièrement. C'est clair qu'au niveau de la préférence, étant savoyard, connaissant l'expérience européenne, Michel Barnier serait un excellent candidat. Il visait la présidence de la Commission, lui, à la base. Oui, mais bon, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il il pourrait faire le consensus, aussi bien au niveau du PPE, on voit qu'il a des bons contacts à tous les niveaux, donc pour nous, ce serait une bonne solution. D'autant qu'il y a aussi un sujet de compétence sur la défense. Il a été conseiller défense du président Juncker, le président précédent de la Commission européenne, pendant quelques années, avant d'être le monsieur Brexit. Et donc, il avait travaillé beaucoup les enjeux de défense qui prennent une importance particulière aujourd'hui. Ce n'est pas une femme. Il faut qu'il en finisse avec le Brexit en attendant. Oui, il faut qu'il en finisse avec le Brexit, mais voilà. Mais vous confirmez les noms qu'a donné Marie, des rumeurs autour de Florence Parly, même de Ségolène Royal? Vous l'avez entendu, ce scénario? Écoutez, moi je suis comme vous, je ne suis pas dans les secrets. Peut-être un petit peu plus que nous quand même. Vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Non, j'ai pas eu plus d'informations que celles que vous donnez. L'information qu'on peut avoir, c'est qu'elle veut être libérée des pôles. On avait cru comprendre. On avait bien cru comprendre. Pour vous, Emmanuel Macron a eu tort de proposer Sylvie Goulard en candidate? Parce qu'on assiste quand même à un petit bras de fer, quoi qu'on en dise. Ce qui s'est passé, ça a été un vrai camouflet pour Emmanuel Macron. Il se retrouve à devoir ressortir, réfléchir à un autre scénario. Il a eu tort de proposer Sylvie Goulard? Oui, je pense qu'il a eu tort. C'était une erreur. Vous l'avez rappelé, c'est un camouflet, sachant qu'elle a été quand même ministre pendant un mois. Donc, elle a dû partir de son poste par rapport aux affaires d'emploi fictif, donc sur un collaborateur parlementaire quand elle était eurodéputée. Et on voit qu'aujourd'hui, l'affaire n'est pas traitée et du coup, il la repropose. En plus de ça, on avait aussi les activités de consulting pendant son mandat, ce qui fait quand même un peu beaucoup. Et quelque part, derrière tout ça, outre l'erreur de le proposer, on a quand même des inquiétudes pour la France et on voit que notre pouvoir au sein de l'Union ou notre force de persuasion au sein de l'Union européenne en prend un coup et on voit qu'on n'est toujours pas calé, il n'y a pas de noms qui sortent et il n'y a rien non plus qui sort sur les entretiens qu'il a eu aujourd'hui avec la présidente, hier avec Angela Merkel. Donc on est dans une position qui est quand même difficile pour la France. Et les relations se tendent. L'Élysée a accusé la Commission européenne de faire de la politique. Vous êtes d'accord, vous? Il y a un peu trop il y a une affaire politique derrière tout cela, derrière le refus de Sylvie Goulard. On a voulu dire à Emmanuel Macron quelque chose d'autre que sur sa candidate. J'imagine qu'on fait un peu payer à Emmanuel Macron ses prises de position, notamment pour la présidence. C'est le camouflet qui a pu être imposé aux candidats proposés par le PPE. Maintenant, je trouve que la Commission est dans son rôle. Aujourd'hui, il y avait des doutes.
doutes, il y a des interrogations qui n'ont pas été répondues, notamment sur son emploi de consulting et toujours par rapport à l'affaire sur l'emploi considéré comme fictif. Donc, elle n'a pas forcément fait de la politique. Un tout petit mot de ce Brexit. Jeudi et vendredi prochain, il va y avoir un Conseil européen. A priori, on dit que c'est le Conseil de la dernière chance pour avoir un Brexit avec accord. Écoutez, ça fait à peu près un an qu'on dit la même chose. Maintenant, on attend de voir. J'ai pas plus d'éléments, mais à chaque fois, on essaye. Ce qui est sûr, c'est qu'on espère qu'on trouvera un accord, quoi qu'il arrive, et qu'on n'aille pas vers un no deal. Marie-Pierre Bourgeois, on enchaîne avec vous dans le club. Vous lisez donc tous les livres politiques pour nous. Et ce week-end, c'est celui de Bernard Cazeneuve que vous avez lu. Bernard Cazeneuve prend la plume pour raconter ses mois à Beauvau et ses quelques semaines à Matignon à la fin du quinquennat de François Hollande. Un livre très très sérieux qui s'appelle Chaque jour compte, dans lequel il raconte les coulisses du pouvoir soumis à l'épreuve du terrorisme. Alors attention, la liste des événements malheureux est longue, à laquelle il a dû assister. Charlie Hebdo en janvier 2013, l'attentat terroriste de Nice en 2014, les attaques de Paris en novembre 2015. Il est à chaque fois en responsabilité pendant toutes ces graves épreuves pour le pays. Il en tire un constat assez terrible. Quand il est nommé Premier ministre, quelques jours après que François Hollande ait renoncé à se présenter à la présidentielle en 2017, il dit « Matignon, dans les premiers moments, laisse une impression étrange, sans administration et sans levier de commande, à part le secrétariat général du gouvernement, un pouvoir presque donc sans influence pour lutter contre le terrorisme. » Bernard Cazeneuve qui a plutôt l'image d'un homme à la tête froide, ce qui ne l'empêche pas de craquer parfois face à certaines situations. Alors c'est vrai que c'est un homme qui a l'image très pudique, voilà, quelqu'un d'assez froid, et pourtant même lui peut fondre l'armure dans des moments très difficiles. Par exemple, il y a un passage qui est assez compliqué, moi j'ai trouvé en tant que lectrice à lire, dans lequel il parle d'un chef d'entreprise près de Grenoble qui a été décapité par l'un de ses salariés en juin 2015, donc un ancien salarié radicalisé. Il dit « Je me revois sur le parvis de l'église, suivant en impalant une famille détruite, je me sens alors impuissant à retenir mes larmes. » Oui, des moments très difficiles. Des moments très durs, et donc on le comprend bien, dans ce contexte-là, le livre n'est pas aux petites phrases, et par ailleurs, c'est pas franchement la nature de Bernard Cazeneuve. Pourtant, il se paye malgré tout le luxe d'égratigner son successeur Christophe Castaner, qui lui aussi, malheureusement, voit de très près le terrorisme. Alors, il raconte un épisode, peut-être que vous vous rappelez de Germanwings, ce crash d'avion en 2015 avec ce pilote suicidaire. Il y a Christophe Castaner dans l'hélicoptère pour aller sur place. Christophe Castaner, à l'époque, il est député. Il est donc dans l'hélicoptère qui survole la zone où on voit les débris de cadavres. Et il est là, il tweet, il fait des photos. Donc ça étonne beaucoup Bernard Cazeneuve qui trouve que c'est pas vraiment à la hauteur de la situation d'un député. Alors en visant Christophe Castaner, il n'est pas malgré tout interdit de penser que c'était Emmanuel Macron que Bernard Cazeneuve a en tête. Il y a d'ailleurs un passage qui fait sourire dans le livre, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Vous avez Emmanuel Macron qui à l'époque est à Bercy, rentre de week-end, donc il est en short et en basket. Et figurez-vous qu'en bas de chez lui, il y a des photographes qui l'attendent. Il n'a pas très envie de se montrer dans cette tenue-là. Il appelle donc Bernard Cazeneuve qui gentiment lui propose de venir passer la nuit à Beauvau pour se changer. Malgré tout, Bernard Cazeneuve le sermonne. L'État est tout et nous ne sommes rien. Méfie-toi du reflet de ton image et n'oublie jamais qui t'a nommé, à savoir François Hollande, bien sûr. Pas sûr qu'Emmanuel Macron ait forcément entendu le conseil. Non, il n'a pas entendu. C'est effectivement l'opposition de deux mondes. C'est frappant avec ces deux anecdotes que vous venez de raconter. Bernard Cazeneuve, lui, qui reste très attaché à l'ancien président. Alors ça, c'est intéressant. Il n'oublie pas du tout l'ancien président du Parti socialiste. Il lui rend d'ailleurs hommage à plusieurs reprises. Il essaie de réhabiliter son bilan de président et il fait d'ailleurs partie des rares à gauche qu'il regrette que François Hollande ne se soit pas représenté. Alors pourtant, même Bernard Cazeneuve, gentil petit soldat, a plein de regrets sur les 5 ans de mandat de François Hollande. Dans son livre, Bernard Cazeneuve parle beaucoup de son fils Adrien. Alors Adrien, c'est avec lui qu'il était dans une librairie où une dame l'a confondu avec Éric Ciotti. Voilà. Donc attention, Bernard Cazeneuve n'est pas le sosie d'Éric Ciotti. Et donc son fils Adrien, il a la vingtaine. Il est de gauche, voire très à gauche. Il cherche à convaincre son père de l'importance des questions écologiques, de la mutation du travail. Alors parfois il y arrive, parfois un petit peu moins. Bernard Cazeneuve dit la force de sa sincérité et son implacable rigueur parviennent parfois à me convaincre. C'est mignon. Alors est-ce qu'il faut voir oui ou non dans ce livre une déclaration de candidature pour 2022 ? Parce que la question s'est posée quand même. Alors moi c'est ça qui m'a un petit peu étonné dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup dit ces derniers temps que Bernard Cazeneuve aurait des ambitions pour 2022. Moi je les ai pas bien vues. Dans le livre il n'y a pas l'once d'un début de programme. Et honnêtement on a même l'impression que c'est presque un testament politique. On a l'impression d'un Bernard Cazeneuve qui regarde vers le passé et pas du tout vers l'avenir. Plutôt une fin de carrière politique. Cyril Pellevat, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Pas grand-chose. N'attendez pas Bernard Cazeneuve. Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de... Maintenant que le LR est sauvé, il faut sauver le PS. Alors écoutez, moi je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse avoir un PS qui renaisse de ses cendres comme on peut l'avoir au niveau des Républicains et qu'on arrête d'avoir seulement 2 partis et de laisser tout à la République en marche et au Rassemblement national. Donc bien évidemment, pour qu'on ait une démocratie qui marche, il faut qu'on puisse avoir un PS qui remonte et les Républicains qui remontent. Vous aussi, vous souhaitez la renaissance du Parti socialiste. Mais chouette qu'on ait les débats d'idées et bien évidemment, le PS a toute sa place en France dans le débat d'idées. Encore un tout petit mot de Bernard Cazeneuve. Il faisait un meilleur ministre de l'Intérieur que Christophe Castaner. Écoutez, je vais pas dans jouer, le style. Écoutez, en tout cas, des relations qu'on a pu avoir en tant que parlementaire, moi je préférais Bernard Cazeneuve, bien évidemment. Dans vos relations au quotidien? Oui, et puis sur la personnalité, effectivement, sur la gestion de crise qu'il a pu mener par rapport à ce qu'on a pu voir la semaine dernière avec Castaner. Donc je pense que c'était quelqu'un qui était plus... on va dire, posé, plus posé et qui prenait le temps avant de faire des déclarations et qui s'informait peut-être un peu mieux et qui était peut-être un peu moins dans le tweet ou dans le... Un peu moins dans l'instantanéité et plus dans le recul, c'est ça que vous voulez nous dire. Tout à fait. Et ben voilà, c'est dit. Cyril Pellevat, vous restez avec nous. On va parler d'un sujet qui vous tient, d'un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est le recrutement notamment des jeunes. C'est l'heure de sénateurs à domicile. Merci. Alors, les équipes de Public Sénat vous ont suivi toute une journée dans votre circonscription, la Haute-Savoie, où vous êtes confrontés au problème du recrutement des jeunes sur des métiers extrêmement pointus, très qualifiés. Un problème auquel vient se greffer d'ailleurs la concurrence des pays limitrophes, parfois plus compétitifs. Vous le savez bien parce que vous-même, vous travaillez en Suisse, il me semble, 2 jours par semaine. On va en parler. On va d'abord regarder le reportage de Samia Dechir. Nous sommes en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, le cœur du décolletage. Le décolletage consiste à obtenir, en partant d'une barre de métal, par enlèvement de matière, des pièces qui vont aller dans divers domaines, automobiles, aéronautiques. Mécanique de précision, le décolletage emploie aujourd'hui 6000 personnes en Haute-Savoie, terre d'élection du sénateur Cyril Pellevat. Mais la filière n'attire plus assez d'étudiants. Chaque année, ce centre de formation de Cluses forme une vingtaine de techniciens en apprentissage, trop peu pour les 500 entreprises de la vallée. On pourrait en former plus parce que la structure permettrait de le faire, il faudrait trouver des formateurs supplémentaires. Les entreprises seraient demandeuses, mais il y a un vrai frein psychologique lié à l'image globale de l'industrie. Un frein psychologique lié à la mauvaise réputation des filières techniques dans l'enseignement. Il faut faire clairement évoluer les mentalités. Parfois, quand je fais le tour de certains centres de formation, on nous dit que les enfants, les élèves sont intéressés pour venir, mais par contre, au niveau des collèges, ils les déconseillent et ils favorisent la voie traditionnelle. Et c'est aujourd'hui, c'est ce point-là sur lequel il faut qu'on arrive à intervenir en montrant une autre image de ces savoir-faire et de ces métiers qui sont des métiers maintenant à haute valeur ajoutée et qui sont recherchés au niveau du tissu industriel. Ceux qui choisissent cette voie n'auront pourtant aucun mal à trouver un emploi, rémunéré 1 500 à 2 000 € net en début de carrière. Dans la vallée de l'Arve, les entreprises s'arrachent les quelques apprentis formés chaque année, d'autant que la proximité de la Suisse, à moins d'1 heure de route, attire beaucoup de candidats. Nous sommes une entreprise familiale de 130 ans. Nous avons par exemple des pièces pour le marché aéronautique. Voilà. Donc là, c'est pour le marché aéronautique. Donc chaque pièce est identifiée par secteur. Comme ça, le technicien régleur sait pourquoi ça correspond. Des techniciens régleurs, ceux qui règlent les machines de décolletage, Jean-Yves Paturel en cherche désespérément 2, sans succès. J'ai mis un panneau 4x3 au bord d'autoroute. Le recrutement, envie d'évoluer, rejoignez-nous, métier d'avenir. Et en 6 mois, pas eu un appel. Avec 25% de croissance annuelle de son chiffre d'affaires, ce patron de PME a acheté un bâtiment pour s'agrandir. 400 mètres carrés restés vides, faute de techniciens disponibles. Car beaucoup de candidats préfèrent traverser la frontière suisse, où les salaires sont bien plus attractifs. Un salaire suisse, le SMIC est à 4 000 €, alors qu'un SMIC français est 3 fois moins. On ne peut pas lutter contre. Pour permettre aux patrons français de rester compétitifs face aux employeurs suisses, le sénateur Cyril Pellevat voudrait expérimenter des allègements de charges patronales dans les zones frontalières comme la vallée de l'Arve. L'an dernier, il a déposé une proposition de loi au Sénat. Au niveau des charges salariales, en France, on est à 55%. En Suisse, on est aux alentours de 23% sur la partie patronale. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de réduire cette partie-là, mais pas que ça aille dans l'escarcelle de l'employeur, mais plutôt qu'on puisse permettre de rééquilibrer les salaires et de donner plus aux salariés français. Sa proposition s'est heurtée à la règle constitutionnelle de l'égalité de tous devant l'impôt.
Seule une révision constitutionnelle pourrait permettre d'expérimenter un alignement des charges patronales sur la Suisse. Voilà Cyril Pellevat, j'espère que le résultat de votre sénateur à domicile vous plaît, qu'il correspond à ce que... Il y a vraiment un double message, hein, c'est clairement le frein psychologique pour envoyer les jeunes dans des filières professionnelles et cette question des pays frontaliers qui font concurrence. Sur le frein psychologique d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire contre cela ? Écoutez, je pense que depuis 30-40 ans, on a une mauvaise image de l'apprentissage et finalement le discours qu'on a entendu c'est tous au bac, tous au bac, tous au bac. Donc il faut pourquoi ? Il y a des raisons concrètes quand même. Il y avait des raisons à certaines périodes de l'histoire, mais maintenant peut-être qu'elles le sont moins. On voulait former des gens sur des métiers vraiment peut-être liés plutôt académiques, parce qu'à l'époque on avait peut-être moins de besoin de main-d'œuvre sur les domaines, on va dire plutôt. Et puis on entend aussi qu'on envoie les jeunes dans les filières pro quand ils ne sont pas très bons à l'école, et pas du tout par choix. Mais c'est ça l'aberration, moi je le dis dans le reportage. On arrive parfois sur des centres de formation qui nous disent, nous on a eu des élèves, ils étaient intéressés. Après, quand ils en parlent au collège, on leur dit non, va surtout sur une filière générale, parce que quelque part ils ont une notation qui est meilleure au niveau des collèges, et les élèves se retrouvent en échec scolaire et reviennent dans l'apprentissage un an après. Donc c'est là-dessus, il faut qu'on arrive à travailler, et comme on le voit bien, avant on avait une image des machines-outils qui étaient un peu graisseux, dans des environnements qui étaient sales. Aujourd'hui, c'est quasiment des salles blanches, tout est propre, c'est ventilé, c'est des métiers qui permettent des évolutions et qui sont à forte valeur ajoutée et dans lesquels on est sûr de trouver de l'emploi. Et la question de la concurrence des pays frontaliers, vous connaissez bien, je disais que vous travaillez en Suisse, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Là, c'est très compliqué parce qu'à partir du moment où on a un delta sur les salaires qui va entre 2 et 3, il faut qu'on arrive à rééquilibrer les salaires et à pouvoir donner plus. Aujourd'hui, un employeur français qui est déjà un peu à flux tendu, qui n'a pas forcément de trésorerie, la seule possibilité qu'il puisse, pour pouvoir rémunérer plus, c'est d'avoir des allègements de charges qui puissent se matérialiser et qui il faudrait faire un texte exprès pour les régions frontalières. Oui, tout à fait. Ça vous semble Oui, en fait, en 2012, il y avait déjà une mission d'information, en 2010, une mission d'information qui avait été faite et qui listait l'intégralité des zones frontalières. Et on voit que sur les 100 dernières années, avant, c'était plutôt des personnes qui venaient de ces zones frontalières, qui venaient travailler en France. Et aujourd'hui, le rapport s'est complètement déséquilibré, avec 400 000 travailleurs qui viennent travailler, qui partent de France pour aller travailler dans les pays annexes. Donc, en l'occurrence, 200 000 sur la partie suisse. Et quand on voit... Donc on est en zone tendue pour les métiers de l'industrie, mais également infirmiers, restauration, tourisme, etc. Et les salaires sont bien souvent multipliés par deux ou 3. Donc je vous dis, la seule possibilité, c'est de rééquilibrer. Et quelque part, il y aurait aussi un intérêt pour la Suisse, parce qu'ils sont aussi, donc quand on regarde le canton de Genève, il est complètement saturé en termes d'espace. Nous, on a des zones d'activité, on peut limiter les déplacements, et quelque part, si on arrive à revaloriser des salaires à 30 ou 40%, les gens auraient peut-être plutôt intérêt à rester en France. Merci beaucoup Cyril Pellevat d'être venu nous voir dans Allons plus loin aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir participé au club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Et dans Sénat en clair, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la question du voile des accompagnatrices scolaires. En mai dernier, le Sénat avait voté l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires pour les accompagnants. L'amendement avait été retoqué, mais le sujet revient sur la table. Une scène a fait scandale ce week-end sur les réseaux sociaux notamment et relancé un débat qui semblait pourtant en sommeil. Alors, que dit la loi en l'état ? Réponse avec Cécile Sixou. Je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien pouvoir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Cette femme prise à partie par un élu RN qui accompagnait la classe de son fils lors d'une visite scolaire, avait-elle le droit de porter le voile ? Oui, répond le juriste Jean-Philippe de Rosier, car aujourd'hui, si la loi interdit le port du voile dans les écoles, autant pour les élèves que pour le personnel, elle ne concerne pas les accompagnants scolaires. Il y a eu une tentative lors du vote de la loi sur la confiance à l'école d'interdire aux accompagnants de porter un signe religieux ostensible, et donc notamment un voile, par le biais d'un amendement qui avait été déposé au Sénat par la sénatrice Eustache-Brinio, qui a été adopté au Sénat, mais qui s'est fait retoquer à la commission mixte paritaire et qui donc n'a pas figuré in fine dans la loi. Aujourd'hui, le port du voile est réglementé en France. Depuis 2010, il est strictement interdit de porter le voile intégral, celui qui cache complètement le visage dans les lieux publics, un acte passible d'une amende de 150 €. Dissimuler son visage,
que ce soit pour raisons religieuses ou non, est une barrière dans la communication et également pour des raisons de sécurité publique et justifier cette interdiction dans une société démocratique. Le port du voile traditionnel est lui autorisé dans la rue, dans les transports et dans les lieux publics, mais réglementé dans le cadre du travail. Pour les agents publics soumis au principe de laïcité, il est interdit. Dans le privé, en revanche, chaque entreprise peut poser des restrictions, si par exemple le port du voile nuit à l'intérêt commercial ou encore pour des raisons de sécurité. Avec nous pour Sénat en clair, aujourd'hui Sophie Taillé-Polian, bonsoir. Vous êtes sénatrice Génération du Val-de-Marne, rattachée au groupe PS. Jacqueline Eustache-Brinio, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise. Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi tendant à assurer, je cite, la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation. Nicolas Cadenne, bienvenue à vous également. Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Et Laurence Taillade, bienvenue à vous également. Vous êtes présidente du Parti républicain solidariste, anciennement Force laïque. Merci à tous les quatre d'être ici. Nicolas Cadenne, ce qu'on semble comprendre, c'est que le droit autorisait donc cette femme à porter le voile lors de cette séance de conseil régional. Les choses sont très claires au niveau juridique. Oui, en fait, ça découle du principe de laïcité de la loi de 1905, à savoir que ne sont soumis au principe de neutralité que ceux qui exercent une mission de service public. Pas les citoyens. Pas les citoyens, effectivement. Et là, en l'occurrence, une maman accompagnatrice n'exerce pas directement une mission de service public, elle apporte une aide logistique à une sortie scolaire, mais elle n'a pas le droit, par exemple, de commenter une sculpture ou un tableau qui serait visité dans un musée lors d'une sortie scolaire. Et vous voulez la changer, cette loi, Jacqueline Eustache-Brinio ? Oui, je veux la changer parce que je pense que ce sujet il revient régulièrement. Ça a été rappelé, moi j'avais proposé un amendement qui avait été accepté par le Sénat et retoqué dans le cadre de la loi Blanquer. En mai dernier. Voilà, et je pense que de toute façon, les sorties scolaires, ce ne sont pas des sorties pour les mamans, c'est du temps scolaire. D'accord ? Donc on a imposé une neutralité évidente aux enseignants et aux enfants, avec la loi de 2004. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on n'impose pas ce même principe de neutralité aux accompagnateurs et aux accompagnatrices. Je pense qu'il est grand temps. Si vous regardez ce qui se passe ce week-end, avec exclusivement, et vous avez raison de rappeler que cette maman avait le droit d'être là, on a à chaque fois le combat de l'extrême droite et des islamistes qui revient. Et chacun auto-alimente l'autre pour exister. Parce qu'il y a de ça derrière. La maman, elle avait quand même pas un petit voile à fleurs. Hein. Elle avait le hijab, la tenue prônée par les frères musulmans. Il faut quand même juste le rappeler. Donc à chaque fois, si vous voulez, on a ce combat où l'extrême droite fait du buzz politique, les islamistes font de la victimisation permanente derrière. Donc on arrête, on prend les enfants en otage. Ce sont les enfants de la République dont on a aujourd'hui, qu'on doit prendre en charge. Donc, il faut arrêter ça. Cette neutralité, elle s'impose. Aujourd'hui, la plupart des Français sont majoritairement pour ce texte, pour qu'on en sorte, pour qu'on ne fasse pas le jeu des islamistes et de l'extrême droite. Et je pense qu'il est grand temps que le gouvernement, c'est celui-là, et donc le droit et la loi. Voilà, le droit, la loi, et comme ça, on ne laisse pas les enseignants dans une espèce de flou, on leur recommande, ah oui, ça serait mieux qu'elles ne soient pas voilées, mais non. Les enseignants, il y a un texte, il s'applique, et on n'en parle plus. Voilà, je pense que ça, c'est extrêmement important. La laïcité doit s'imposer partout, et en premier à l'école républicaine. C'est un front républicain. Voilà. Oui, écoutez, moi je trouve que je ne suis pas du tout d'accord avec madame. Ça m'aurait étonné. Je pense effectivement que c'est vous, madame, qui faites le jeu de l'extrême droite. J'en suis d'ailleurs sincèrement extrêmement désolée de voir que un certain nombre de partis républicains font le jeu de l'extrême droite lorsqu'ils viennent sur ce terrain où en réalité il n'y a pas de problème. Parce que faire cette proposition, cela réveille un débat qui n'existe pas, parce que les sorties scolaires, on le sait, les parents sont là en tant que parents dans leur individualité propre. On ne va pas leur demander de se neutraliser, d'être, je dirais, de ne plus être eux-mêmes. Ils sont là en tant que parents, que maman, que papa, ils sont là pour aider à traverser la rue, monter dans le bus. Et quel enfant comprendrait que son père ou sa mère s'habille différemment pour venir à la sortie scolaire? Et moi, je crois au contraire qu'il faut créer les conditions pour que l'école soit ouverte sur la société, et que des sorties scolaires puissent être organisées. Pour ce faire, on demande souvent aux parents leur aide pour assurer l'encadrement des enfants, notamment sur la voie publique, pour empêcher des accidents. Donc, pour ma part, je trouve que là, il s'agit d'une stigmatisation, et que on pose toujours la question un peu pour les mêmes. Moi, je regrette
Vraiment, je trouve ça absolument scandaleux. Et pour cet enfant, je trouve ça d'une tristesse énorme qu'on puisse renvoyer cette image de la France aux enfants. Parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. La France, c'est la laïcité, c'est-à-dire c'est la possibilité pour tous dans l'espace public d'exprimer son prosélytisme, qui il est lui-même, qui est son identité. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Non, je dis sans prosélytisme, mesdames. N'entendez pas ce que vous souhaiteriez entendre. Laurence Tayad, il y a un problème très concret, c'est que dans certains départements, dans certaines villes, il y a beaucoup de mamans qui portent le voile. Ça veut dire qu'on empêche les enfants de partir en sortie scolaire. Vous aurez l'occasion tous de vous exprimer, mais on termine ce tour de table. D'abord, je pense qu'il faut revenir sur la sémantique. On n'a pas des mamans qui accompagnent leurs enfants, on n'a pas une école qui s'ouvre aux parents, on a une école qui est républicaine, laïque et qui accueille des enfants. Et ces enfants, leur premier des droits, c'est d'avoir un enseignement républicain, laïque, avec un encadrement qui va avec. Parce que l'objectif de l'école de la République, je vous le rappelle, c'est l'émancipation de l'individu et la possibilité justement de s'émanciper de son milieu naturel. Or, dès lors que... Je finis parce que je vous ai laissé parler. Milieu naturel. Non, pardon, excusez-moi. Mais... Je vous ai laissé parler sans vous interrompre, mais je peux aussi vous interrompre plus tard. Donc, le problème, il est effectivement là. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que finalement, laisser des parents avec des signes ostentatoires religieux en sortie scolaire, c'est quelque chose... C'est ostensible. Ostentatoire, c'est faux, juridiquement. On va jouer sur les mots. Ça n'a pas le même sens. D'accord. Et donc... Ostentatoire, en fait, je peux finir mon exposé je croyais que vous vouliez savoir. Voilà. Allez-y, Laurence Tayad et ensuite Nicolas Cadet. Donc, pourquoi c'est tellement important? Parce que des parents qui viennent de cette façon-là, surtout cette maman dans ce type d'accoutrement, en réalité, on banalise le port du voile, qui n'est en rien hier, chose de naturel, encore moins dans la République. Et d'ailleurs, M. Blanquer l'a rappelé, mais c'est incroyable, M. Blanquer l'a rappelé d'ailleurs hier, dans un instant. Hier, il l'a rappelé que de toute façon, c'est un problème d'apartheid sexiste aussi entre les hommes et les femmes, puisque ce voile ne s'impose qu'aux femmes, et qu'il a quand même une symbolique qui est complètement contraire à nos principes républicains. Donc juste très concrètement, dans certaines villes, beaucoup de mamans portent le voile. On ne fait pas de sortie scolaire s'il y a trop de... Alors c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'à un moment, les mamans, soit elles font passer leur foi avant leurs enfants, et auquel cas elles considèrent qu'elles vont priver leurs enfants, et elles vont considérer qu'elles se découvrent parce que l'éducation de leurs enfants passe avant tout. Soit ces femmes considèrent finalement que la foi passe avant même l'intérêt de leurs enfants, et auquel cas il faut quand même qu'on se pose un certain nombre de questions, parce que ça veut dire qu'il y a un refus manifeste que les enfants comprennent aussi nos principes républicains. Je voudrais juste rajouter, les lycéennes aujourd'hui, il y a des lycéennes qui portent le voile sur l'espace public. Elles arrivent au lycée, elles enlèvent le voile, elles sortent du lycée, elles remettent le voile. Donc, je suis fini. On est en train aujourd'hui de vouloir créer une exception pour ces accompagnatrices-là. Non. Les mamans, c'est vous qui voulez créer une ségrégation. Non, mais de toute façon, on connaît le discours de gauche qui nous a emmenés dans le mur avec la laïcité. On ne peut pas parler de laïcité. Mais c'est ça, on sait très bien. Le Front républicain, il faut avoir le courage de le faire. Aujourd'hui, il est là le problème. Il est là. C'est l'école laïque républicaine. C'est pas un combat de droite et de gauche. C'est un combat républicain. La République est en danger. Il y a des signes forts qu'il faut écrire pour retrouver ce qui nous a construit d'ailleurs les gens de ma génération, une cohésion et des codes communs. Nicolas Cadet, ensuite on écoutera Jean-Michel Blanquer. En fait, il faut quand même éviter les confusions. Là, moi, je parle effectivement de laïcité, pas de droite ou de gauche. L'Observatoire de la laïcité est transpartisan. Il y a des parlementaires LR, il y a des parlementaires de l'opposition, enfin de la majorité, de l'opposition sénatoriale, etc. Donc ça, il faut être clair quand même. Là, ce que vous proposez, vous avez parfaitement le droit de le proposer en tant que législateur, mais de fait, c'est qu'est-ce qui vous gêne, clairement? Non, mais attendez. On va le laisser finir son raisonnement. De fait, c'est une modification du droit et d'une modification de la loi de 1905, finalement, indirectement. Ah si. Mais pas du tout. C'est pas modifié ça. Je vous explique pourquoi. Parce que la loi de 1905, effectivement, au départ, prévoit la neutralité que de ceux qui exercent une mission de service public. Là, Entre-temps, il y a eu la directive Jean Zay. Alors attendez, non. Puis la loi de 2004. Allez-y, on va le laisser finir. Alors justement, la loi de 2004. Justement, il y a une vraie confusion avec la loi de 2004, évidemment. Mais justement, vous parlez des lycéennes qui enlèvent leur signe religieux ostensible à l'école. Tout à fait. Mais la loi de 2004, elle a été faite justement pour des élèves et pas pour les parents. Pourquoi pour des... Alors attendez, laissez-moi finir. La commission Stasi et Jacques Chirac lui-même, président de la République, ne souhaitaient pas que ça s'étende aux parents ou à des adultes. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de permettre à des enfants, des élèves, des mineurs, de manière générale, dans une phase d'acquisition des bases du savoir, de pouvoir se faire leur propre opinion librement, sans pression. Et donc on demandait aux élèves, non pas la neutralité comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais un devoir de discrétion fort, et donc de ne pas pouvoir manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par des signes
sensibles, mais ils peuvent porter des signes discrets. Mais cette loi n'avait pas vocation à s'appliquer à des parents et à des adultes. Donc, ben oui, donc ne dites pas que... Non, mais je me permets de dire ça parce qu'il a été dit que vous vouliez compléter... Prenez appui sur cette loi pour qu'on l'élargisse. Ce que je veux dire, c'est d'abord, entre monsieur, la France de 2004 et la France de 2019, c'est déjà plus la même. Hein. D'accord? Parce qu'en 2004, vous n'aviez pas les pressions communautariste que ce pays vit. On peut en parler. Tous les jours. Alors, on peut reprendre les discours au moment de 2004 et toutes les inepties qui ont été lancées sur cette question. Alors, ne dites pas que vous disiez différemment. Les téléspectateurs, on va reprendre la conférence de 2004 et la France de 2019, il y a 15 ans d'écart. Les pressions communautaristes dans ce pays, on les a tous les jours. Et si nous ne luttons pas tous contre ça, on ne se sortira pas. Le temps file, je voudrais qu'on entende Jean-Michel Blanquer, parce que de son côté, on a le sentiment que le discours a un petit peu évolué. En mai dernier, lorsque le Sénat propose d'interdire tout signe religieux ostentatoire des accompagnants lors des sorties scolaires, il est plutôt contre. Je considère qu'il pourrait y avoir quelque chose de contre-productif en ayant une mesure législative en la matière. Je respecte totalement ceux qui pensent le contraire, c'est vrai. Mais je pense, et croyez-moi, je suis passé par bien des chemins et bien des réflexions, que ce serait contre-productif aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, le discours est un petit peu différent. Écoutez. Non mais c'est le en même temps. Attendez, on va l'entendre. Ouais, c'est important. Hein. N'interdit pas cela. Par contre, en effet, on peut inciter localement à ce que ça ne soit pas le cas, notamment par le travail d'explication qui doit se passer dans la lignée de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Après, ça veut pas dire que c'est interdit. Alors, on l'a entendu, le ministre de l'Éducation, mais ce n'est pas l'avis de tout le gouvernement, en tout cas pas celui de la porte-parole, Sibeth Ndiaye. Voilà ce qu'elle nous dit. Les sorties scolaires auxquelles j'ai participé ont toujours été des moments positifs parce que vous faites se rencontrer des femmes comme moi et des femmes voilées qui ne vivent pas dans des univers identiques. Vous pouvez avoir des échanges. Alors, y a-t-il une ambiguïté dans le discours officiel? Le problème vient-il du discours sur la laïcité d'Emmanuel Macron qu'on attend toujours? Posons la question à Richard Yung en salle des conférences au Sénat. Il est avec vous, Quentin Calmet. Oui, Richard Yung, quelle est votre analyse sur cette ambiguïté, voire même peut-être cette cacophonie entre les membres du gouvernement? On a entendu M. Blanquer qui ne souhaite pas encourager le phénomène des mères accompagnatrices qui portent un voile. Quand Sibeth Ndiaye, elle dit de ne pas avoir de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire, quelle est votre analyse sur cette cacophonie du gouvernement? Je ne sais pas si on peut parler de cacophonie. Ils peuvent avoir des points de vue différents. Quand ils disent la même chose, on les critique en disant, vous voyez, c'est des godillots, ils disent toujours la même chose. Quand ils disent des choses différentes, on dit c'est la cacophonie. C'est d'abord un problème d'éthique et puis d'interprétation de la loi. La loi est en fait assez claire, puisqu'elle dit que le port du voile, quand on dit port du voile, on pense à la couverture du visage, et pas simplement un foulard sur les cheveux, dans les lieux publics. Et dans le cas qui nous intéresse, certes c'est un lieu public, mais cette mère n'y était pas en tant qu'employée de l'éducation nationale. Donc elle a le droit de s'habiller comme elle veut. On peut en penser ce qu'on veut. Moi je ne suis pas un grand fanatique du voile. Mais enfin nos mères, elles sortaient dans la rue et elles allaient à la messe en mettant un foulard sur leurs cheveux. Hein. Donc, selon vous, est-ce que Jean-Michel Blanquer, il a raison de dire qu'il ne faut pas, comme cela, encourager ce comportement de la part des mères de famille? Il a raison de dire qu'il ne faut pas l'encourager. Ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Il le dit, ça n'est pas porteur de nos valeurs. Nos valeurs sont l'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de raison pour que la femme doive cacher son visage ou une partie de son visage ou de son corps et pas l'homme. Alors, est-ce que s'il y a ces sons de cloche différents, ce n'est pas aussi lié au fait qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément eu un message très clair sur la laïcité depuis le début de son mandat? Est-ce que vous appelez le président de la République à avoir un grand discours sur la laïcité qui clarifie les choses pour votre groupe? On peut toujours l'appeler à faire un grand discours. D'abord, c'est lui qui décidera s'il veut le faire. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'un grand discours résolvera les problèmes. Ce sont des problèmes que vous connaissez, des problèmes d'éthique, de conception de la société,
que nous avons depuis, en tout cas pour la France, depuis 1905 au moins, et même avant. D'autres pays, moi j'ai vécu en Angleterre, au Royaume-Uni, on n'a pas de discussion de ce genre-là. Donc c'est très spécifique à la France et je ne pense pas que ça va se résoudre comme ça. Bon, merci beaucoup, Richard Yung. On verra effectivement si le chef de l'État décide de prendre la parole sur le sujet de la laïcité. Absolument. Merci beaucoup, Quentin. Sophie Taillé-Polian. Cette ambiguïté du côté d'En Marche, on n'arrive pas bien à comprendre s'ils sont pour, s'ils sont contre, s'il faut clarifier les choses. Oui, mais je crois qu'ils sont dans un moment où ils ont besoin de clarifier les choses sur la question, effectivement, de l'immigration. Mais là, c'est pas du tout le sujet. Puis moi, ça ne m'intéresse pas. Je dirais non, mais ce que j'entends par là, madame, excusez-moi, je vais. Oui, mais ne faites pas l'amalgame. C'est vous qui le faites. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas intéressant de savoir ce que monsieur pense ou madame truc ou monsieur machin et est-ce qu'ils sont d'accord au sein du gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, on puisse être libre dans l'espace public de dire qui on est, si on a envie de le dire, par des tenues vestimentaires variées. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête aussi de ne parler du modèle républicain, etc., de l'égalité femmes-hommes, que sous le couvert de savoir si on s'habille comme ci ou comme ça. Mais on nous passe à longueur de journée le fait que le modèle occidental, c'est formidable, et le modèle allemand, c'est extraordinaire, alors qu'il y a 45% des femmes qui sont en temps partiel. Le problème de l'égalité femmes-hommes, c'est avant tout cette question sociale, bien avant la question de savoir si telle ou telle femme souhaite s'habiller de telle ou telle manière. Laurence Tayeb. Il y a deux choses dans l'intervention qu'on vient d'entendre qui sont révélatrices de ce qui se passe au gouvernement. D'abord, il y a une très grande confusion. Dans la bouche de Sibeth Ndiaye qui pense que les sorties scolaires, c'est destiné à ce que les mamans se rencontrent. Non, éventuellement, elles peuvent se rencontrer pendant les fêtes scolaires ou à la sortie de l'école. Et là, on leur demande absolument pas d'être neutres. Mais les sorties scolaires, elles sont destinées à l'enseignement puisqu'il s'agit bien de l'école hors des murs. Et l'école hors des murs incite à un temps pédagogique et donc, pour nous, en tout cas, à un encadrement totalement neutre puisque l'objectif, c'est qu'effectivement, les enfants comprennent qu'il y a une forme de neutralité qui encadre l'école. La deuxième chose, c'est le manque de courage manifeste de M. Blanquer, puisqu'il se rend compte qu'il y a un problème, que ce problème ne se réglera que par la loi. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la responsabilité au chef d'établissement d'endosser le rôle des censeurs ou des non-censeurs. Et il est impossible pour un chef d'établissement de se retrouver dans cette situation. Pour autant, il y a des chefs d'établissement qui ont demandé à des mamans de ne pas venir voiler. Et lorsque ces mamans les ont poursuivies devant des tribunaux, eh bien la loi leur a donné raison. Ils ont parfaitement le droit, s'ils le souhaitent, de refuser qu'une maman à voiler ou un papa avec une kippa ou voilà, quel que soit le symbole religieux, enfin le signe ostentatoire. Ostensible, pardonnez-moi. Quel que soit le signe ostensible, ils ont parfaitement la capacité de leur demander de s'en passer. De ne pas venir. Nicolas Cadenne. En fait, non. Je crois qu'il faut qu'on se concentre sur le comportement. Effectivement, les enseignants, les directeurs peuvent tout à fait empêcher certains accompagnateurs de venir, mais s'il y a un comportement qui trouble la sortie, c'est quand même ça le plus important. C'est savoir s'il y a du prosélytisme, c'est savoir si effectivement... Faux. Bon, attendez, c'est savoir si clairement... C'est pas ce que dit le Conseil d'État dans son rapport du 19 décembre 2013. Non, c'est pas un rapport, c'est une étude. Dans son étude, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Bon. Il dit que pour pouvoir assurer la continuité du service public, on peut demander aux parents... Bah, écoutez, j'ai le texte sous les yeux, vous voulez que je le lise visiblement, vous l'avez mal recopié. Bien sûr. Non, c'est bon, en fait. Parce que, écoutez, à l'Observatoire de la laïcité, il y a des conseillers d'État. Hein, on est là... Bon, bref. Oui, vous êtes très, très compliqué. Allez-y, Nicolas Cadenne, allez-y. Excusez-moi. N'en tenez pas compte, allez-y. Voilà, donc simplement, il faut rappeler qu'effectivement, s'il y a un comportement prosélyte qui accompagne le signe, s'il y a une volonté de perturber, une perturbation du service public, alors là, il faut dire non, c'est pas possible. Effectivement, si une maman dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois t'habiller comme ci, comme ça, manger ceci, ça, c'est pas possible, c'est intolérable. Et il y a une distinction de type de voile. Il y a voile et voile, je veux dire, comme le disait Richard Yung, il y a un certain voile un peu discret, puis un voile un peu plus politique. Les signes sont très différents. Vous avez différents types de voiles. Celui qui est interdit, c'est dès lors que vous avez une dissimulation du visage. Ça, c'est clair. Quel que soit le voile. Ça, c'est évident. Après, vous pouvez avoir d'autres signes religieux. Ce sera légal, sauf s'il y a un comportement qui l'accompagne, qui donc est synonyme de pression, fait une pression et cherche à susciter l'adhésion à autrui. Ça, en effet, il faudra le faire. Et effectivement, là, la loi, elle pourra rien changer, puisque effectivement, de fait, qui c'est qui peut évaluer s'il y a pression ou pas? Qui c'est qui peut évaluer s'il y a prosélytisme? C'est bien les acteurs de terrain, c'est bien les enseignants, c'est bien les directeurs. C'est pareil dans tous les services publics. Lorsqu'il y a quelqu'un qui rentre dans un service public pour des papiers administratifs, il a le droit effectivement de porter des signes religieux, mais s'il fait du prosélytisme, s'il fait une prière, s'il distribue des tracts, si ce que vous voulez, ce sera interdit, ce sera le chef de service qui devra lui dire non, là monsieur, ce n'est pas possible. Ça ne
peut-être que les acteurs de terrain qui peuvent voir cela. Après, moi, je voudrais juste rappeler les choses. On ne peut pas demander aux enseignants de régler ce problème. C'est juste de l'hypocrisie, mais vraiment la pire hypocrisie. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes, là. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont des pressions par la police des mœurs et de la pensée dans les cités, parce qu'il faut y vivre pour savoir ce qui se passe. Je termine. Donc aujourd'hui, les enseignants ne peuvent pas gérer ce problème. C'est juste pas possible. Voilà. Parce que, monsieur, laissez-moi finir. C'est pas les faits en tout cas. Vous voulez dire quoi? Monsieur, ce ne sont pas les profs qui gèrent ça? Attendez, comme vous le savez, il y a des remontées, il y a eu des équipes académiques, il y a eu aujourd'hui, quand le ministre dit effectivement, moi je ne suis pas pour le voile pour plein de raisons, etc. Parce qu'il s'est exprimé là-dessus. Et il faut que les enseignants savent faire le tri. Il faut juste voir un principe de réalité. La loi, elle s'impose à tout le monde. Voilà, c'est ce qui protège tout le monde. Les recommandations aujourd'hui, je ne parle pas d'espace public, je parle des sorties scolaires. Arrêtez de mélanger tout, parce que vous les socialistes, ça vous arrange de tout mélanger. Je termine, je parle des sorties scolaires. Allez, terminez quand même calmement le débat. C'est très clair. Non, mais c'est très clair. Moi, je parle des accompagnateurs et des accompagnatrices. Aujourd'hui, dans 99% des écoles, il n'y a aucun problème. Et quand on nous dit, je ne sais pas quelle information, disant qu'il y a des difficultés, en fait, on parle de cas isolés. On peut pas parler de cas isolés, madame. Quand on dit, on fait pas la loi pour des cas isolés. Quand on dit, c'est aux enseignants de gérer ça en fonction de l'attitude des mamans, vous imaginez bien le côté très pratique de la chose, d'accord? Parce que c'est la porte ouverte à toutes les interprétations, je veux dire. Donc, la chose très claire qui doit s'imposer, c'est que l'enseignant qui travaille dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, il a un texte sur lequel il s'appuie pour que tous les enfants puissent avoir des accompagnatrices qui soient dans la neutralité totale. Ça ne marche la neutralité totale. Il nous reste 2 minutes. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas d'imposer cette neutralité où on n'a aucun signe ostensible, puisqu'il y a une nuance ostensible, les sorties scolaires. Nicolas Canel veut vous répondre. Je vous précise pourquoi. Tout simplement parce que lorsque vous aurez des parents accompagnateurs qui seront neutres comme vous le souhaitez, s'ils font du prosélytisme, c'est qui contrôlera ça? C'est bien les acteurs de terrain. Vous jouez sur les mots en permanence. S'ils ont un comportement, là je joue pas sur les mots. S'ils ont un comportement interdit par la dernière loi. Non, attendez. Oui, ça c'est interdit. Mais de toute manière, il faudra le contrôler. De toute manière, il faudra le contrôler. Et c'est parce qu'on s'habille comme ça qu'on va faire du prosélytisme. Et là, vous discriminez des gens parce que vous pensez que parce qu'ils s'habillent comme ci ou comme ça, ils pensent comme ci ou comme ça. Vous parlez d'un principe que d'autres parents qui n'auraient pas de voile vont profiter des sorties scolaires pour faire du prosélytisme. Mais vous partez d'un principe que quand une personne a un voile, elle va faire ci ou ça, elle va donner la main aux enfants, elle va les accompagner pour faire en sorte que les sorties scolaires puissent avoir lieu et qu'on puisse aller dans les musées. Je suis pas là pour faire du On s'entend plus, il nous reste une trentaine de secondes. Le prosélytisme ne dépend pas que du signe, madame. Mais non, mais arrêtez, vous jouez sur les mots, parce que parce que c'est juste de l'absence de courage politique. Point. Non, au contraire, madame. Je crois que dans notre période, le fait de rester sur la laïcité ouverte, c'est un courage politique. Oui, la laïcité. Écoutez, votre laïcité à vous, elle veut dire la discrimination et elle prône. Laïcité. Je ne suis pas au PS, madame, mais peu importe. Oui, madame. Moi, je pense qu'il faut être ouvert. Vous savez, l'ouverture, c'est la tolérance. Et c'est précisément ce qui vous manque, madame. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat, je le disais, un sujet très très sensible, voire explosif, et on le voit. Merci en tout cas d'y avoir participé. On va continuer sur le sujet, puisque l'invité de Bonjour chez vous ce matin a réagi aux propos de Jean-Michel Blanquer. C'était le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui était justement l'invité d'Oriane Mancini. Regardez. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est clair au c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas encourager. Le fait que des mères puissent être voilées dans l'accompagnement de sorties scolaires, on ne veut pas encourager ça. Le voile est plutôt en contradiction avec un certain nombre de valeurs, de principes auxquels nous croyons. Pour autant, ce n'est pas interdit. Donc il n'y a pas de raison d'essayer de créer de la confusion et de dresser les Français les uns contre les autres à l'occasion de polémiques totalement déplacées, instrumentalisées et qui montrent bien le vrai visage du Front National. Oui, on a quand même l'impression que les gouvernements, sur le voile en général et sur tous ces signes
extérieure de religion, on louvoie un peu, laisse les directeurs d'établissement devant leurs responsabilités. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir 1995 de mémoire, François Bayrou avait émis une circulaire pour justement accompagner les directeurs d'établissement dans les positions, les décisions qu'ils devaient prendre. Vous savez, le président de la République a été relativement clair, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Donc il y a une liberté de conscience dans ce pays, chacun a le droit, dans son intimité, d'avoir ses croyances, d'exercer sa religion. Dès que ça la rentre dans la sphère de la puissance publique, il y a une obligation de neutralité. Mais quand on est accompagnant scolaire ou quand on vient assister à une séquence du conseil régional, ce que je trouve plutôt une bonne chose. Enfin, moi, j'étais ravi de voir qu'il y avait des enfants dans les tribunes d'une session du conseil régional. Je ne suis pas sûr que ça arrive très souvent. Moi, j'ai envie de souligner ça, souligner le fait que les enfants viennent assister à ça. C'est un exercice de démocratie auquel ils ont pris part et qui a été gâché, une fois encore, par la démagogie d'élus du Front National. Mais un dernier mot, est-ce que ce n'est pas laisser trop de responsabilité aux directeurs d'école, aux responsables d'établissement, de dire ce n'est pas souhaitable, c'est à eux de gérer, il faut qu'il y en ait le moins possible? Je ne pense pas que l'on dise ça. Je pense que Jean-Michel Blanquer et l'administration de l'éducation nationale accompagnent les directeurs d'établissement, à la fois en émettant un certain nombre de règles pour les aider à prendre des décisions, et je pense que quand je sais que quand ils sont face à une situation complexe, car ces situations sont complexes, toujours, ça serait trop simple, c'est pas blanc ou noir, quand ils sont face à des situations complexes, il y a des ressources au sein de l'éducation nationale pour accompagner les directeurs au quotidien. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous nous interrogerons sur l'avenir de la droite, désormais entre les mains de Christian Jacob. Quelle ligne politique après la ligne Wauquiez? La promesse de rassemblement est-elle seulement tenable? Quelle place pour la droite dans le mandat d'Emmanuel Macron? On prend le temps ce soir de se poser les bonnes questions et de vous aider à vous faire vos réponses. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Nous irons comme toujours en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Quentin Calmet. Voilà, Rebecca, dans un instant, mon micro, Christian Jacob, Roger Carucci, et maintenant que Christian Jacob est élu, on lui parlera des municipales, un prochain objectif dans 5 mois. Si Quentin, à tout à l'heure. Avant cela, notre match des idées. On va donc se pencher sur cette guerre qui oppose la Syrie à la Turquie. Condamnation franco-allemande hier soir, condamnation de l'UE tout à l'heure. Et pour cause, au-delà du drame humanitaire qui s'annonce, toute l'Europe craint la résurgence de Daesh. On va en parler avec nos invités. On prend le temps de comprendre ce qui se passe exactement dans le match des idées dans un instant. D'abord un point sur les derniers événements avec Sandra Sercara. Des militaires accueillis par des habitants en liesse, à une trentaine de kilomètres au sud de la frontière turque. Les premiers soldats de Bachar al-Assad ont pénétré ce matin dans la ville de Tal Tamr. Dans cette zone, le drapeau syrien ne flottait plus depuis des années. C'est le résultat d'un accord conclu hier entre les forces kurdes et le régime de Damas appelé à l'aide. Plus au nord, les combats font toujours rage autour de Ras Al-Aï, ville frontière bombardée par les Turcs. Hier, une frappe aérienne a fait 14 morts, dont des civils. Depuis son déclenchement il y a 5 jours, l'offensive de la Turquie a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes, des combattants kurdes, mais aussi des civils enterrés avec les honneurs. Nous le disons au monde entier. Regardez, le groupe État islamique revient. Cette fois, il s'appelle Erdogan. Face au désengagement des États-Unis, la France et l'Allemagne haussent le ton en demandant l'arrêt immédiat de l'offensive turque. Cette offensive prend le risque, d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Le président turc Erdogan se félicite quant à lui ce matin du retrait des derniers soldats américains, pendant que son armée déploie des blindés à la frontière avec la Syrie. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Bertrand Badi, bonsoir. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, enseignant-chercheur aux séries et auteur de L'hégémonie contestée chez Odile Jacob. Frédéric Ancel, bienvenue. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de Mon dictionnaire géopolitique aux éditions PUF. Merci à tous les deux d'être ici. Bertrand Badi, comment vous le voyez, ce conflit qui vient de s'ouvrir, aux conséquences encore insoupçonnées, imprévisibles, on ne sait pas trop où on va ?
Hélas, je crains qu'on sache où on va. C'est-à-dire, on va vers un désastre humanitaire qui a déjà commencé. On va vers une nouvelle étape dans le martyre du peuple kurde et des populations kurdes qui sont les oubliés, les exclus du jeu politique moyen-oriental. Mais derrière cela, il y a des choses peut-être encore plus graves. Quelque chose qui ressemble d'abord à une inéluctabilité. C'est-à-dire, on ne voit pas comment, quelle configuration stratégique pourrait mettre fin à cette action entreprise par la Turquie. Derrière ça, on voit quelque chose d'extraordinairement important pour l'avenir, à savoir que les puissances régionales local, ce qu'on appellerait le régional de l'étape, si vous voulez, l'emporter en capacité d'action et de proactivité sur les vieilles puissances internationales et mondiales. Parce qu'elles sont sur le terrain, parce qu'elles le contrôlent et parce que les autres ne peuvent plus, en quelque sorte, faire cette loi, cet ordre qu'ils protégeaient, organisaient depuis des années. On voit aussi, et c'est peut-être d'un certain point de vue plus tragique, à quel point le système qu'on appelle Sykes-Picot, c'est-à-dire cette carte du Moyen-Orient telle qu'elle a été dessinée dans le contexte de la Première Guerre mondiale et peu à peu officialisée au sortir de la Première Guerre mondiale, devient d'une part en contradiction totale avec la réalité sociale et ethnique, c'est-à-dire, la carte du Moyen-Orient a oublié le peuple kurde, mais en même temps, personne ne se hasarde à définir une solution de substitution. C'est-à-dire qu'on peut effectivement... Parce qu'ils n'en ont pas, peut-être. Parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ne veulent pas en avoir. Et c'est peut-être là qu'on est au centre du paradoxe, c'est-à-dire certains protestent, d'autres se taisent, mais je me demande si finalement tout le monde ne fait pas des prières pour que rien ne change et parce que, comme vous le dites, ils n'ont pas d'alternative à proposer. N'ayant pas d'alternative à proposer, on laisse la Turquie faire son jeu et derrière le jeu de la Turquie, il y a quelque chose qui peut-être annonce la phase nouvelle du conflit syrien. C'est-à-dire on commence à se demander à quoi va ressembler la Syrie post-guerre et ce sur quoi tout le monde s'accorde tacitement, c'est que la Syrie post-guerre ressemble à la Syrie d'avant-guerre, donc que l'on ne change pas les structures. De facto, les Kurdes occupent le tiers de la Syrie actuelle, il faut les en chasser, et c'est la raison pour laquelle on se réjouit en silence de voir le régime de Damas reprendre le dessus, et même pactiser avec les Kurdes pour finalement les intégrer dans ce qui doit être un nouvel État syrien. Donc, soyons honnêtes, personne ne souhaite aider les Kurdes et ces malheureux n'ont aucune solution de sortie dans cette affaire. Frédéric Ancel, je vous laisse la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on regarde une image parce que beaucoup se sont demandé si Erdogan ne se refaisait pas une santé politique aussi au passage, parce que sur le plan intérieur, il était plutôt affaibli, d'où peut-être cette offensive. On va regarder cette image, ça s'est passé ce week-end. Les joueurs de l'équipe nationale turque au garde à vous pour célébrer un but de leur attaquant et surtout pour montrer leur soutien à l'armée en pleine offensive. Et d'autres sportifs ont fait ce geste durant le week-end. Est-ce qu'au passage, quand même, Erdogan aura au moins réussi quelque chose, c'est-à-dire de se mettre à nouveau ses électeurs, les Turcs, avec lui? Oui, et notamment ceux d'Istanbul, qui, comme vous le savez, je crois que c'est l'origine de votre question, n'ont pas voté majoritairement, en tout cas, pour l'AKP au pouvoir, donc pour son parti que je qualifierais d'islamo-nationaliste, au pouvoir depuis 2002. Oui, bien sûr, cette initiative très, très violente, très forte, qui va à l'encontre d'ailleurs du droit international en Syrie, de la part d'Erdogan, elle consiste aussi, pas seulement, on va y revenir, mais aussi à favoriser, alors non pas sa réélection, puisqu'il a été élu dictateur, donc ces derniers temps, il en a à la limite peut-être pas nécessairement besoin, et pourtant il le fait pour tendre le ressort des énergies nationales à un moment où la Turquie est relativement, je dis bien relativement seule sur l'échiquier international, mais je vois aussi quelque chose de plus profond, c'est que depuis 2008-2009, il y a une vraie dérive, à la fois autoritaire en interne et expansionniste et ultranationaliste en externe, et j'ajoute que M. Erdogan, à partir de 2011 et du printemps arabe, a commencé à soutenir très clairement les frères musulmans, les Ikhwan, donc cette confrérie fanatique qui, dans le monde arabe, a surgi, soit par les urnes, soit par la force, et qui en a été pour l'essentiel chassé d'ailleurs. Et aujourd'hui, Erdogan, vis-à-vis du conflit, enfin du contentieux plutôt, avec l'Arménie, son rapport avec Israël, c'est évident, son rapport à l'Europe, qui est aujourd'hui sur la base de discours outranciers depuis plusieurs années, qui aujourd'hui est tout à fait
pollué par un nationalisme extrêmement fort. Hein. Cette épée de Damoclès en carton consistant à menacer les Européens de laisser 3 millions ou 3,5 millions de réfugiés syriens se déverser chez nous, sachant que dans le même temps, son offensive est aussi et peut-être surtout destinée à refixer ou replacer ces 3 millions de réfugiés qui pour l'essentiel donc sont des Arabes syriens en Syrie. Oui, mais alors donc pas chez nous. Oui. Donc autrement dit, c'est pour ça que je dis que c'est une épée de Damoclès en carton. Mais si nous voulons bien subir les menaces de M. Erdogan, eh bien il est fort de notre faiblesse. Et j'ajoute que du point de vue, du côté américain, pardon, on a affaire à la énième illustration de l'inconséquence, j'ai envie de dire de l'irresponsabilité politique, diplomatique, géopolitique, appelons-la comme on veut, de Donald Trump, avec peut-être le seul argument qui me semble un petit peu intéressant, qu'il n'emploie bien évidemment pas, c'est celui d'éviter le retour sur le sol national du moindre cercueil, du moindre soldat américain. On est au début d'une campagne électorale. Monsieur Trump ne veut pas que l'opinion américaine se retourne en sa défaveur parce qu'il y aurait des soldats américains tués dans la région. C'était aussi sa promesse de campagne. Alors justement, que font les Occidentaux et que font les Européens? Eh bien, ils se réunissent beaucoup, souvent, depuis quelques jours. Hier soir, Angela Merkel a dîné avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a ensuite convoqué un conseil de sécurité et de défense à 22h et ce matin se tenait un conseil des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg. Écoutez les résultats. Les forces démocratiques syriennes, aujourd'hui menacées, sont nos alliés, ont été nos alliés depuis le début dans la lutte contre Daesh. Et c'est particulièrement grave parce que cette offensive va entraîner un vrai sinistre humanitaire. Bertrand Badi, vous avez un petit peu évoqué ce sujet. On est face à une immense impuissance des puissances occidentales, des dites puissances occidentales. Alors d'abord, il y a un changement de contexte. C'est-à-dire qu'on n'est plus au XXe siècle et surtout dans cette première moitié du XXe siècle où l'Europe dessinait, redessinait, découpait, redécoupait le Moyen-Orient. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Et il faut savoir changer, transformer, adapter notre politique étrangère pour considérer que ces aventures extérieures ne débouchent sur rien. Regardez toutes les opérations extérieures menées par la France en particulier, par l'Europe. Ne parlons pas des États-Unis. Laquelle d'entre elles a abouti à un résultat positif? Ce n'est pas dû à une maladresse et surtout pas à une maladresse de nos armées. C'est dû tout simplement à un monde qui a changé, dont on ne veut pas voir qu'il se transforme. Un monde dans lequel intervenir chez l'autre et chez l'autre lointain du Sud et du Sud-Est n'est plus possible aujourd'hui comme ça l'était hier. Donc c'est Donald Trump qui a raison alors ? Alors d'abord, regardez l'humiliation subie par les États-Unis. Dans la crise syrienne actuelle, les États-Unis avaient un orteil et pas plus. Maintenant, ils n'ont plus rien du tout. C'est-à-dire que la parole américaine ne compte pratiquement plus. Vous vous rendez compte de l'épaisseur du changement? Battu ou en tous les cas rejeté de la scène irakienne, demain de la scène afghane, en Syrie, qui est l'un des cratères principaux du monde, la superpuissance américaine n'a pratiquement plus son mot à dire. D'un certain point de vue, M. Trump suit pour une fois son prédécesseur, c'est-à-dire comme Barack Obama qui en août 2013 disait intervenir et bombarder en Syrie, ça me paraît pas très raisonnable et stratégiquement ça n'aboutira à rien de positif. C'est le même raisonnement qui continue. Et l'actuel président des États-Unis n'aime pas qu'on dise ce qu'il fait comme son prédécesseur. Et pourtant là, il y a une ligne, ce qui prouve que la personnalité des présidents est dépassée, que c'est un fait structurel. Il y a maintenant un autre élément peut-être plus grave, c'est que l'Europe et les États-Unis sont l'otage d'un système un peu absurde, il faut bien dire, en tout cas très imprudent. Le système Sykes-Picot, c'est-à-dire ce découpage incroyable du Moyen-Orient qui avait oublié les Kurdes. C'est-à-dire, s'il y a récurrence de la question kurde depuis un siècle au Moyen-Orient, c'est parce qu'à un moment, on avait pensé, à l'occasion du traité de Sèvres, leur faire une petite place, et puis ils ont très vite disparu parce que ça n'arrangeait personne, en réalité. Voilà la matrice qui est morte. C'est-à-dire savoir dans quelle mesure ce que l'on fait au Moyen-Orient arrange les pays européens ou les pays américains. Ça, c'est terminé, c'est fini. Et donc, on ne peut entendre que de saintes paroles et cette phrase étonnante de cynisme qui consiste à appeler à la retenue. On s'entretue et ici, on appelle depuis son fauteuil à la retenue. C'est presque une couverture de Charlie Hebdo. Et on condamne.
Oui, alors peut-être simplement une nuance. Oui, sur l'humiliation, mais aujourd'hui, qui est humilié? Au fond, ce sont les alliés des États-Unis. Mais les États-Unis eux-mêmes, après tout, c'est Barack Obama, sans aucune pression particulière, qui s'est assis sur sa propre ligne rouge, effectivement, en 2013. Lui qui, un an auparavant, avait promis d'intervenir face à Assad si celui-ci employait du gaz de combat contre sa population. Personne n'empêchait Barack Obama d'intervenir. Il a décidé de ne pas le faire. Aujourd'hui, Donald Trump décide... Parce qu'il a compris que ça ne servirait à rien. C'est possible. Mais c'est là le changement. Oui, mais en tout cas, il n'a pas subi la pression des Russes qui n'ont envoyé leurs chasseurs-bombardiers que par la suite. Les Russes, aujourd'hui, en Syrie, sont forts de la faiblesse auto-décidée des Américains. Monsieur Trump, aujourd'hui, il n'est pas sous la pression militaire de la Turquie. C'est lui qui a dit « je me retire » et par conséquent, c'était évidemment un feu vert pour les Turcs d'intervenir. Les humiliés sont les Européens, plutôt, dans l'histoire. Alors, mais ils le veulent bien aussi. Ils le veulent bien aussi, car nous ne sommes pas suffisamment unis. Je vais au-delà de ça. Nous n'avons pas la représentation d'incarner ou de devoir, alors qu'on le pourrait. Pouvoir, on le pourrait. On n'a pas la représentation de devoir incarner une puissance globale. Qui dit puissance globale dit carotte, mais dit aussi bâton. Non seulement on n'est pas assez unis, mais ensuite les Anglais s'en vont, les Britanniques s'en vont. Alors, c'est une force militaire très considérable. Les Allemands refusent de jouer le rôle de le statuer le rôle de puissance globale. La France essaye. Et la France essaye. Et je vous dirais sans chauvinisme que ces derniers jours, j'ai vraiment le sentiment que parmi les grandes ou moyennes puissances, celle dont la posture me paraît la plus digne, c'est encore celle de la France. Et j'ajoute que les Français et les Britanniques, peut-être les Allemands, les Néerlandais, que sais-je encore, s'ils le voulaient, pouvaient maintenir des soldats sur place. Et là, M. Erdogan réfléchirait quand même à 2 fois avant de frapper là où, en tout cas, où il y aurait encore des soldats européens. Mais enfin, Frédéric Ancel, il y a longtemps que l'Europe n'est plus dans le film du Moyen-Orient, n'est plus dans le film. Et il faut prendre conscience de ce phénomène. C'est pas parce que la France, pour des raisons de statut, et ça c'est un point très important, pour des raisons de prestige, de volonté de garder le statut de grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, entretient des forces spéciales en Syrie. Combien sont-elles? Personne ne le sait, mais on sait qu'elles sont très peu nombreuses. Et que de toute manière, elles ne peuvent rien faire face à l'armée turque, qui est une armée gigantesque, qui compte en plusieurs centaines de milliers d'hommes. Et je pense qu'il est tout à fait hors de propos de penser qu'une armée européenne pourrait dissuader l'armée turque qui est chez elle, qui est dans son espace, qui jouit de sa capacité de puissance régionale et qui réussit assez habilement. Je partage votre jugement sur M. Erdogan, mais reconnaissons qu'il a une certaine habileté diplomatique d'obtenir le parrainage de la Russie, parce que la Russie sait que son avenir au Moyen-Orient dépend de relations correctes et convenables avec la Turquie, et c'est pourquoi la Russie a menacé d'opposer son veto à une résolution au Conseil de sécurité sur cette question. L'Iran qui trouve dans la proximité avec la Turquie un moyen d'équilibrer l'Arabie saoudite, parce que comme vous le rappeliez vous-même, Ankara et Téhéran ont la même obsession du danger que représente la présence saoudienne. Et je dirais, quitte à choquer, que les Occidentaux sont pas loin de penser la même chose, dans la mesure où ils n'ont pas de solution politique à proposer à la question kurde, qu'ils n'ont pas la possibilité ni la faculté de redessiner la carte de la Syrie éventuellement post-guerre, eh ben, le statu quo les arrange. Il ne faut quand même pas oublier que les Kurdes contrôlent de facto un tiers du territoire syrien aujourd'hui, et tout le monde se dit, mais dans le fond, il vaudrait mieux une Syrie réunifiée qu'un État kurde qui de facto serait proclamé, un peu comme d'ailleurs il y a un État kurde de facto au nord de l'Irak. Et de ce fait, tout vient s'organiser, c'est-à-dire Damas vient soutenir les Kurdes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Damas est en train d'absorber la rébellion kurde et est en train ainsi de reconstituer le territoire national. Tout le monde est content, même M. Le Drian. Je vous laisse répondre, Frédéric Ancel. Oui, non, là encore, juste une nuance. Il ne s'agit évidemment pas, dans mon esprit, d'envoyer des troupes comme en 1956 avec Guy Mollet. Mais là où il y avait des soldats américains, les Turcs n'intervenaient pas. Et comme ils étaient à peu près partout sur cette petite Rojava, enfin sur cette plaine en fait, du Rojava, ils n'intervenaient pas. Là où les soldats britanniques... Vous croyez que les Américains auraient fait feu sur les troupes
Turcs entrant. Bon, non, voilà. En revanche, ces dernières années, mais c'est la preuve par le fait, ces dernières années, les Turcs, alors qu'ils en avaient envie, ne sont pas intervenus. Et c'est comme par hasard, au moment où Trump annonce qu'il retire ses hommes, qu'il met dans les heures qui suivent que les Turcs avancent. C'est là où il y avait tout de même c'est là où la présence passive, il y avait bien sûr une forme de connivence. Et moi, ce qui me stupéfie, c'est que aujourd'hui nous avons des présidents américains, et c'est vrai, Obama comme Trump aujourd'hui, ça ferait pas plaisir à M. Trump, mais c'est vrai, aujourd'hui considère encore et toujours, ce qui à mon avis est une erreur stratégique, sans compter l'erreur morale, continue de considérer que 15-20 ans après la chute de l'URSS, la Turquie constitue toujours un allié non seulement très performant, parce que vous dites à juste titre que l'armée elle est très puissante, oui, enfin on l'a pas vu beaucoup combattre outre des civils quand même ces dernières décennies, et que c'est un pôle de stabilisation dans la région. Moi je ne crois pas que depuis 2008-2009 en tout cas, la Turquie constitue dans la région un pôle de stabilisation. En tout cas, l'Europe et la France essaient d'être dans le film, comme vous dites, Bertrand Badi. Il faut dire que l'autre conséquence de ce conflit, on l'a un tout petit peu abordé, on va y aller un petit peu plus loin justement, c'est la possibilité de voir ressurgir une grave menace terroriste. Hier, les autorités kurdes ont sorti un chiffre. 785 proches de membres étrangers de l'État islamique ont fui le camp d'Ain Issa. Et il faut savoir que 12 000 combattants de Daesh sont détenus dans les prisons sous contrôle des Kurdes, parmi eux des Syriens, des Irakiens, mais aussi 2500 à 3000 étrangers originaires de 54 pays, évidemment de la France également. Paris prend cette menace très au sérieux. On réécoute Emmanuel Macron. Notre volonté commune que cette offensive cesse, notre conviction, je crois pouvoir le dire à l'un et l'autre, que cette offensive prend le risque, d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Et on apprend ce soir que la Turquie accuse les Kurdes d'avoir délibérément relâché des détenus djihadistes. Bertrand Badi. Oui, alors effectivement, on a entendu ça déjà depuis 24 heures. C'est une rumeur qui circule. Ça va être évidemment un élément de l'argumentaire des deux côtés. Et on voit très bien qu'il y a un risque, c'est certain. Que ce risque ait l'importance que l'on décrit aujourd'hui ne me paraît pas aussi convaincant que le simple fait que de toute façon Daesh n'est pas mort. Parce que le fond du problème, il est là. Parmi les nouveautés que nous réserve ce 21e siècle, il y a le fait que ce n'est pas une bataille de la Marne qui peut mettre fin à ces formes nouvelles de conflictualité, parce qu'elles ne sont pas territorialisées. Ça ne se joue plus sur des lignes de front. Il n'y a plus de lignes de front, il n'y a plus de champs de bataille, il n'y a même plus d'armées repérables. C'est-à-dire, ce sont des combattants potentiels fondus dans une population et dans une société, et qui peuvent rejaillir à tout moment. La grande erreur, ça a été de penser qu'on va envoyer quelques troupes et on va remettre de l'ordre dans tout cela. Ce que l'on constate, c'est que rien n'est véritablement arrêté, et on le constate jour après jour en Irak également, où non même pas réveil, je dirais, l'entretien de ce feu est une réalité, est un paramètre. Donc c'est ça le véritable danger. Le véritable danger, c'est qu'on n'a pas compris le type de conflit qui se jouait dans cette région du monde, et qu'on a cru que, un peu comme à Austerlitz, à la Marne ou à Verdun, on allait arrêter tout ce monde-là et qu'on n'en parlerait plus. Ben non, c'est pas ça du tout. Ça marche plus comme ça. Oui, Daesh, c'est d'abord une idéologie. Après la forme territorialisée qu'il a prise, à l'inverse d'ailleurs d'Al-Qaïda, qui, elle, constituait plutôt une espèce de focaux, façon années 60, dans une géographie imprenable, et qui se considérait comme une petite élite, et qui projetait, pour le coup, dès 11 septembre, de nature, en principe, à créer une division très forte, voire des guerres civiles entre musulmans et non musulmans dans différents pays. Ça, c'était vraiment l'un des paradigmes stratégiques d'Al-Qaïda. Là, avec Daesh, on a eu une forme finalement très moderne, étatique, de développement idéologique, très ethno-racial aussi d'ailleurs, avec une forme d'action génocidaire vis-à-vis des yézidis, il ne faut pas l'oublier. Bon, ça, c'est détruit. C'est détruit provisoirement. En revanche, l'idéologie, elle se maintient. La crainte qu'on peut avoir, en tout cas que les renseignements ont, c'est que ces quelques centaines de djihadistes, appelons-les comme ça, s'ils n'ont pas
de QG ou de territoire sanctuaire, puisqu'il n'en existe a priori plus aujourd'hui, même s'il faut le rappeler qu'on n'a pas retrouvé les chefs. Et les chefs et les autoproclamés, en tout cas, de Daesh dans la région, qui sont évanouis dans la nature. Enfin, s'il n'y a pas de QG territorialisé, alors pourquoi ne tenteraient-ils pas peut-être de poursuivre la lutte en revenant dans leurs états d'origine, et donc pourquoi pas en Europe, dans les pays arabes. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs pays arabes, dans la Tunisie, qui sont tout à fait concernés, et la France en particulier. Et là, effectivement, c'est un argument qui est joué par les deux. Entre parenthèses, on a été très très heureux que les Kurdes fassent le sale boulot, quand même, le boulot de fantassin face à Daesh pendant quelques années, il faut quand même le rappeler. Et sans transition, messieurs, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour évoquer l'Europe et la France. 2 points intéressants aujourd'hui, cette rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen tout à l'heure, et le Conseil européen de la fin de semaine, qui sera peut-être celui de la dernière chance, en tout cas c'est ce qu'on dit, pour trouver un accord sur ce Brexit. Double actualité européenne sur laquelle on interroge d'abord le sénateur Jean Bizet. Il est avec vous en salle des conférences, Quentin Calmet. Oui, Jean Bizet, vous êtes président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Un mot tout d'abord sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission européenne. Ils se sont vus ce matin à l'Elysée. C'était la première rencontre entre les deux depuis le rejet de la candidature de Sylvie Goulard par le Parlement européen. En coulisses, Emmanuel Macron s'inquiéterait d'un Parlement européen hors de contrôle et sans majorité positive. Quelle est votre analyse, selon vous ? Cette crainte est réelle, tout simplement parce que Monsieur Macron, dont on ne pourra pas, je dirais, occulter le fait qu'il a la fibre européenne, on l'a vu dans la campagne présidentielle, il n'en a pas tout à fait les codes. Et pour être plus clair, il ne pourra pas, je dirais, fonctionner à Bruxelles comme il a fonctionné à Paris. L'Union européenne, c'est le temps long, c'est le temps des compromis. Et avec la composition telle qu'on la connaît aujourd'hui du Parlement, ce ne sera plus des accords je dirais, qui avait été négocié autrefois entre le PPE et les sociodémocrates. Il faudra compter, si je puis dire, avec d'autres familles, notamment la famille centriste et les Verts. Donc M. Macron n'est pas habitué à ce mode, je dirais, de fonctionnement. Il faudra qu'il s'y fasse, sinon la machine sera bloquée et c'est dommage. Autre actualité, celle du Brexit. Nous sommes à 3 jours d'un important Conseil européen sur la question. Demain, vous publiez un rapport qui est consacré au désastre d'un Brexit sans accord. Est-ce que, si le Royaume-Uni le demande, il faut prolonger la période actuelle et décaler le Brexit ? Assurément. Mais pour cela, il faut 2 préalables. D'abord, que la Grande-Bretagne le demande et que la Grande-Bretagne le précise. On ne peut pas avoir, je dirais, un 3e report sans une motivation explicite. Mais il est bien évident que l'Union européenne, le Parlement, notamment Michel Barnier au travers de la Task Force, fera tout son possible, je le sais, pour éviter, je dirais, un saut dans l'inconnu. Quel est le point sur lequel vous êtes particulièrement vigilant ? Est-ce que c'est le backstop, cette frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qu'il faut particulièrement surveiller ? Ça fait partie du nœud gordien, comme l'on dit, tout simplement parce que lorsque David Cameron a décidé de lancer un référendum sur ce sujet, il avait oublié l'existence, tout compte fait, de l'accord du Vendredi Saint. Et cet accord est fondamental, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques décennies, il aura permis de ramener et la paix et la prospérité en Irlande. Et la population de l'Irlande du Nord a goûté, si je puis dire, à cet ADN de l'Union européenne. Et au-delà de leur sensibilité, notamment religieuse et politique très ancienne, cette population ne compte pas retourner en arrière. Ils ont bien raison. Merci beaucoup, Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, pour votre réaction à notre micro. Merci beaucoup Quentin, et ça fait réagir en plateau. Frédéric Ancel, un petit commentaire ? Ah oui, il faudra bien repenser surtout l'avenir de notre appareil défensif, de notre appareil industriel de défense en France notamment. Quelle autonomie vis-à-vis de l'État, quelle autonomie vis-à-vis de Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que du Mali à la Syrie, à l'Irak et peut-être à l'Afghanistan, les autres États européens ne nous suivent pas nécessairement, et je pense que la France, sans faire du chauvinisme, surtout pas ici, vous pensez, ou trop de patriotisme. Et pourquoi pas ? Je pense que la France a encore un rôle à jouer et que ce rôle ne peut se jouer sans agressivité aucune, toujours en matière de défense, en ayant, alors pas seulement sur des questions de prestige, mais en ayant de quoi, en tout cas, dissuader. Bertrand Badi, vous aviez envie vous aussi de commenter alors le point plutôt de Emmanuel Macron en conflit avec l'Europe. C'est une tragédie qui avait fort bien commencé, pourtant acte 1,
à peine élu, Emmanuel Macron annonce qu'il faut refonder l'Europe. Le verbe était superbe. Le verbe était superbe parce que c'est exactement ça. Acte 2, les élections européennes et cette gigantesque manipulation et ces tractations infinies dans le choix de la présidente de la Commission européenne. Acte 3, l'absence de partenariat. C'est-à-dire Macron est tout seul. L'Allemagne ne va pas bien, l'Angleterre sort, l'Italie n'en parlons pas. Donc tout seul entre la volonté de refonder et un travail quand même de manipulation post-électorale qui lui a mis à dos la plupart des parlementaires européens. Et donc l'acte 4, c'est Iphigénie, c'est-à-dire Sylvie Goulard, c'est-à-dire effectivement une bonne candidate, une bonne grande spécialiste de l'Europe qui est ainsi sacrifiée à une refondation qui se fait à contresens, qui se fait à rebours. C'est dommage. Et je vous remercie infiniment, tous les deux, d'avoir participé à ce match des idées, d'avoir été nos invités dans Allons plus loin ce soir. On va continuer d'aller plus loin dans notre grand débat. Je vous le disais, on va prendre le temps d'analyser et de questionner l'élection du nouveau patron des LR. Christian Jacob va-t-il reconstruire la droite avant l'échéance présidentielle ou même avant celle des municipales? La ligne rassembleuse sera-t-elle la plus payante, la plus efficace dans les urnes après la ligne Wauquiez? On a une demi-heure pour se poser les bonnes questions. On va le faire avec nos invités. D'abord, retour sur le scrutin d'hier avec Marie Brémaud. Bravo. Salut. Félicitations. Le voilà, le grand vainqueur annoncé de cette soirée électorale. Christian Jacob est élu dès le premier tour avec 62% des voix. Son arrivée anime quelque peu le siège des Républicains. Je veux consacrer les 2 ans et demi qui nous séparent de l'élection présidentielle pour redonner une partie de ce que j'ai reçu à ma famille politique et en tout cas le faire avec toute la conviction et l'engagement qui est le mien. Ce fidèle chiracien entré en politique il y a plus de 35 ans prend donc la tête des LR et ce soir il semble y avoir une satisfaction, la participation. Personne n'imaginait que nous arriverions à 62 000 militants participant à cette élection avec 47%. Ça montre que nous avons une base militante forte et motivée. On remarque ce soir 2 grands absents. Les 2 autres candidats malheureux, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, n'ont pas fait le déplacement. Dans toutes les bouches des quelques cadres présents, l'objectif, le rassemblement. Rassembler d'abord ceux qui sont encore là et puis essayer de faire revenir les autres. Donc maintenant, il faut faire essayer. En tout cas, il faut arrêter l'hémorragie. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'adhérents, le nombre d'élus qui sont partis, c'est insupportable si on veut rester une grande famille politique qui joue dans la cour des grands. Un appel du pied à Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ou dernièrement Jean-Pierre Raffarin qui a pris ses distances. Mais qu'est-ce qui rassemble la droite française? Pour Guillaume Pelletier, il faut parler avant tout du projet. C'est qu'est-ce que nous avons à dire aux Français? Comment la droite va à nouveau penser par elle-même et proposer à nos compatriotes un chemin nouveau et alternatif à Emmanuel Macron et à Madame Le Pen. Allez. Tâche ardue qui attend Christian Jacob à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Les appétits s'aiguisent déjà. Il va lui falloir rassembler certes, mais aussi faire taire les égos et les ambitions, au moins pour quelque temps. Et allons plus loin dans le grand débat. Avec nous ce soir, Karine Bécard, bonsoir, grand reporter au service politique de France Inter. Fabrice Vesser-Redon, bienvenue, rédacteur en chef au groupe EBRA, auteur de Laurent Wauquiez, l'impétueux. David Bellamy, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Picardie et spécialiste de la droite. Isabelle Véramasson, bienvenue à vous également. Vous êtes directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Merci à tous les 4 d'être ici. Ce matin, le sénateur Alain Joyandet nous disait dans Bonjour chez vous sur Public Sénat, le plus dur a été fait pour notre famille politique. Vous êtes d'accord, Karine Bécard? On a passé le plus dur chez les LR, on ne sait pas tout à fait. Non, je dirais que tout commence. Mais c'est intéressant, parce que justement, tout commence. Et surtout, l'impression qu'on a, c'est que coûte que coûte, on est en train de rentrer, ils sont en train d'entrer dans cette partie-là de l'échiquier politique, aux Républicains, dans une nouvelle ère. Une ère qui, pour eux, est parfaitement inconnue. D'abord parce que c'est la première fois qu'ils ont un chef qui va pas, dont l'objectif n'est pas d'aller chercher absolument la présidentielle, l'objectif n'est pas absolument d'aller chercher tout de suite l'Élysée. Donc on n'est pas derrière un chef qui est là pour cheffer, comme pour reprendre Chirac. Et puis alors surtout, on est dans un moment où, je ne suis pas tout à fait d'accord avec d'ailleurs le sujet que je viens d'entendre, on est dans un moment où il n'y a plus de personnel politique à droite. Enfin, je veux dire, on n'a que des seconds couteaux, c'est horrible, voire des troisièmes ou des quatrièmes. Donc il y a, j'ai envie de dire, une génération politique à recréer, à relancer, à fabriquer, à trouver. Et ça
ça prend à des former, années, ça prend un petit peu de temps. Et puis, il y a la fabrication, effectivement, là je suis d'accord avec le sujet, des idées. Et j'ai envie de dire que dans les partis, globalement, j'ai pas envie de taper que sur la droite, mais dans les partis, il n'y a jamais d'idées. Donc il y a un gros chantier, effectivement, qui s'offre à la droite. Mais donc, j'aime bien cette idée de nouvelle ère, c'est-à-dire réussir à faire ce qu'on n'a jamais su faire jusqu'à maintenant. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Christian Jacob a quand même été bien élu, Fabrice Vaisseur-Redon. Il a une certaine légitimité, non? Il a été bien élu avec un nombre de participants inférieur par rapport à l'élection de Laurent Wauquiez il y a quelques temps. Ça tient d'abord à l'érosion du nombre d'adhérents. Moi, j'ai un petit point de divergence avec ma consoeur. Je ne suis pas certain que le vrai problème, ce soit la présence ou l'absence de premier couteau. Le problème, c'est la dispersion. C'est la dispersion de tous ces gens. Et de quoi, des courants Des courants, puis surtout des égos. Parce que ça va être le gros boulot de Jacob. Ça va être de mettre autour de la table des Pécresse, des Barouin, il l'a dit d'ailleurs hier des soir. Bertrand. Pécresse et Bertrand font plus partie des Républicains. Donc il n'y a pas à les mettre autour de la table. Déjà, c'est réglé. Il y a plein de gens dont on dit qu'ils sont plus là. J'entendais à nouveau ce matin Jean-Pierre Raffarin qui quitte les Républicains. Je croyais que c'était déjà fait. On a l'impression qu'il a quitté 10 fois les Républicains. Mais certes, ces gens ne sont plus chez les Républicains, mais ils ne sont nulle part ailleurs en réalité. Ils sont avec eux-mêmes. Et c'est quand même maintenant le boulot de Jacob d'aller chercher ces gens et dire votre famille, elle est là, la bergerie, pour reprendre une image un peu chrétienne qui tient à cœur à droite, c'est de ramener ces gens au bercail. Et je pense que son vrai problème, c'est la dispersion. Et à en croire certains, barons de la droite, LR est mort ou presque. La droite française s'est suicidée avec ses divisions, nous a dit François Fillon il y a quelques jours à la télévision suisse. La maison est complètement cassée de l'intérieur, nous dit Jean-François Copé sur France Inter. Et d'ajouter, il y a tout à refaire de fond en comble. C'est quand même pas gagné, David Bellamy. Alors, je ne vous parlerai pas de l'avenir de la droite, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une leçon de l'histoire, qui est que la droite, comme je le dis ici assez souvent, n'existe pas. C'est forcément les droites. La droite, elle est plurielle depuis qu'elle existe au XIXe siècle. Elle est plurielle. Or, dans la situation actuelle, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant, elle est tellement plurielle qu'on se demande ce qui peut la rassembler. À la fois, il y a une division à l'intérieur, parce que entre ceux qui prônent le libéralisme ou le néolibéralisme, et puis ceux qui versent déjà, qui ont un regard déjà vers le populisme ou vers quelque chose de plus nationaliste, il y a un fossé qui ne cesse de se creuser. Il y a un problème interne, puis un problème externe, c'est qu'il y a deux forces qui sont en train de dévorer la droite, petit à petit. C'est la force macronienne, quitte à incarner le libéralisme, Macron est beaucoup plus convaincant pour un certain nombre d'électeurs. Et puis le pôle nationaliste, néo-nationaliste si vous voulez, quitte à incarner le nationalisme, la famille Le Pen est beaucoup plus efficace. Malraux avait dit, jadis, entre le communisme et nous, il n'y a rien. J'ai envie de dire, pour le plagier, est-ce qu'aujourd'hui, entre le macronisme et le lepénisme, il y a quelque chose pour la droite ? Pas sûr qu'il y ait encore la place pour la droite aujourd'hui dans l'échiquier politique, Isabelle Verra-Masson. Alors, je ne sais pas si le fossé ne cesse de se creuser entre la droite nationaliste et la droite libérale à l'intérieur des Républicains. C'est ce que vient de dire. Je ne sais pas, je me demande si au contraire, ce fossé va pouvoir tenir longtemps. Parce qu'il y a toujours eu les droites, effectivement, il y a les droites, mais il y a toujours eu des droites. Et la question n'est pas, comme il y a les gauches, etc., la question n'est pas est-ce qu'il y a une droite ou les droites, la question est comment les faire vivre ensemble. C'est-à-dire, même s'ils sont différents, même s'ils ont des oppositions, même s'ils vont parfois de la haine, parce qu'il y a de la haine personnelle, il faut quand même qu'ils tiennent ensemble. Or, d'un côté, ça existe, c'est possible, ça a toujours été comme ça quand même pendant longtemps, et en même temps, c'est nécessaire. Et moi, il me semble que l'élection de Christian Jacob est une excellente nouvelle pour la rassembler droite, ces droites. pour les rassembler. Pourquoi ? Parce que Christian Jacob n'est pas un obstacle. Il est un obstacle pour personne. D'abord, il n'est pas clivant comme personnalité. On ne lui connaît pas d'adversaire. On ne lui connaît pas d'adversaire. Il n'a pas d'ambition personnelle. En tout cas, il le dit. Il n'a pas ce charisme. Ça peut venir. C'est autre chose. Pour l'instant, on est en train de il n'a pas ce charisme pour l'instant qui ferait qu'on se dit bon, ça peut quand même venir. Il n'a pas d'histoire qui le justifierait. Donc finalement, moi, je serais Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Je me dirais pourquoi ne pas rentrer au bercail, reconstituer un grand parti et du coup rentrer classiquement dans la bataille électorale avec un parti derrière vous. C'est quand même pas si facile de partir à la bataille électorale sans parti. Donc il y a là, grâce à Christian Jacob, une bonne occasion, me semble-t-il, pour la droite. Et ça fait très longtemps que c'est pas le cas. Parce que
Wauquiez est éliminé. Sarkozy est éliminé. Non, soyons sérieux. Je veux dire, on ne voit pas. Sarkozy jamais ne reviendra. Éliminé, mais très présent quand même. Oui, oui. Mais Sarkozy, tant mieux, parce qu'il faut qu'il y ait des personnalités, il faut qu'il y ait des gens, des références historiques, politiques et idéologiques. Et tant mieux pour la droite. Moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Mais en revanche, la situation, et encore une fois, c'est la première fois qu'il n'y a pas dans le parti des guerres idéologiques, des guerres d'ego qui empêcheraient finalement une personne d'émerger. Donc moi, je trouve que pour la droite, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, en attendant le rassemblement, il y a quand même eu 2 départs ce week-end. Celui du sénateur de l'Hérault, Jean-Pierre Grand. Alors, c'est un peu passé inaperçu, mais il l'a annoncé sur son compte Twitter. Voilà ce qu'il nous dit. Oui, je quitte LR. Je ne peux accepter une opposition déraisonnable, un discours de jour en jour plus droitier, des rapprochements assumés avec l'extrême droite dans mon département. Les valeurs de la glorieuse histoire du mouvement gaulliste doivent continuer à nous inspirer. Et il y a eu effectivement celui de Jean-Pierre Raffarin. Écoutez. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation et donc quand on ne renouvelle pas sa cotisation, on reste dans le parti pendant donc un vous an. n'y êtes plus. Donc vous n'êtes plus républicain. Je vais partir des Républicains, évidemment. Karine Becker, ça veut dire que le rassemblement, c'est pas tout à fait pour maintenant? Non, mais il y a quelque chose qui m'exaspère en fait, parce que, et je le dis avec le sourire, parce que on fonctionne avec les vieux réflexes, j'ai envie de dire, d'avant. Ok, je redis, je pense qu'on entre vraiment dans une ère qu'on ne connaît pas, qui est très effrayante, parce qu'en fait, on ne sait pas comment les choses vont s'organiser. Je suis très d'accord, je suis en parfait accord avec ce qui vient d'être dit, parce que, effectivement, je pense que Christian Jacob est assez désarçonnant, parce que pas technocrate, pas tribun, enfin, il n'a pas grand-chose pour lui, à part qu'il est plutôt jovial, plutôt loyal, plutôt habile. N'oublions pas que c'est un syndicaliste, il sait négocier. Je trouve qu'il a énormément de qualités. Et je pense qu'une des plus grandes qualités qui est aujourd'hui Christian Jacob, c'est de savoir ce qu'il vaut. Et il sait qu'il ne vaut pas pour la présidence. Et c'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord avec votre vieux réflexe en plus, qui consiste à dire l'appétit vient en mangeant, l'appétit de l'ambition viendra peut-être, mais absolument pas. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui va nous désarçonner parce qu'il va s'installer autour de la table et il va dire bon, alors on va commencer à travailler. Et puis il y a peut-être effectivement des gens, et je suis d'accord avec vous, comme Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui vont se sentir très mal à l'extérieur et sentir en fait que la manœuvre politique qu'on a tous vue, qui plaît pas aux Français, parce qu'aujourd'hui je crois, hélas, que les Français n'ont plus envie de ça, ils vont se sentir un peu obligés et Jacob saura les accueillir. On est dans une nouvelle ère qui est très désarçonnante parce que tout ça nous paraît très surprenant, ça ne fonctionne pas avec les règles politiques qu'on a vues sous Chirac, sous Sarkozy, et qu'on a, enfin que Laurent Wauquiez a essayé de mettre en place également. Et sous Copé aussi d'ailleurs, c'était ça. Et Christian Jacob va devoir à la fois fédérer toutes ces personnes dont on parlait qui sont potentiellement des présidentiables, mais aussi tenir compte des, je dirais, des voix des sages, notamment celle de Nicolas Sarkozy. Je tenais à rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on a vu que sur le précédent mandat, la précédente présidence de LR, ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer pour Wauquiez. Cette présence, cette omniprésence de Nicolas Sarkozy qui est encore très populaire. Christian Jacob peut la supporter, ce que ne supportait pas peut-être Laurent Wauquiez, cette présence de Nicolas Sarkozy. Il a rendu hommage à Nicolas Sarkozy. Oui, il a rendu beaucoup d'hommages. Il a rendu hommage aussi à Jacques Chirac. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il faut se rappeler que Laurent Wauquiez, au départ, était soutenu par Nicolas Sarkozy quand même. Et ce qui s'est passé, on s'en souvient, c'est que Nicolas Sarkozy a appris que derrière son dos, Laurent Wauquiez disait quand même des choses graves. Ce qui veut dire que sans Nicolas Sarkozy, on n'y arrive pas en fait. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des candidats qui, de toute façon, ont l'art de se mettre tout le monde à dos et que ce soit Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre, à un moment donné. Je suis pas d'accord. Je crois que sans Sarkozy, on n'y arrive pas. Mais non, Laurent Wauquiez procède en fait de Nicolas Sarkozy. Sans Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez n'existait pas. Voilà, il a été son ministre tout jeune et il s'est mis dans la roue de l'ancien président pour récupérer. Mais une fois qu'il s'était mis à dos, c'était fini. Et après, il est retourné contre lui. C'est quoi l'histoire de Christian Jacob avec Nicolas Sarkozy? Elle est tout autre. Au début, c'est extrêmement compliqué entre l'ancien chiracien et Nicolas Sarkozy. Donc ils se sont observés, ça n'a pas forcément fonctionné. Ils ont trouvé un mode de fonctionnement ensemble au moment où effectivement Christian Jacob devient le président du groupe des députés à l'Assemblée nationale de l'UMP à l'époque, et ils ont appris à travailler ensemble. Donc en fait le rapport n'est pas du tout le même. Christian Jacob ne doit rien
à Nicolas Sarkozy. Il va l'écouter parce que c'est dans son tempérament. Il a de l'amitié pour lui. Il a de l'amitié pour lui. Et puis c'est un ancien président. On va laisser aussi David Bellamy. Il est incontournable. Non, c'est lui qui se rend incontournable. Sinon, il a été troisième au primaire. La figure du chef, ça compte à droite, évidemment. Ouais. Ça compte. Bon. Mais là, on ne parle que de chef. Il va bien falloir qu'il réunisse des gens, qu'il y ait des idées. S'il n'y avait pas de guerre idéologique à droite, pourquoi est-ce que Juppé serait parti? Pourquoi est-ce que Riester serait parti? Pourquoi est-ce qu'on verrait 20-21% des électeurs qui ont été tentés par un candidat, Julien Aubert, qui est plutôt favorable à un rapprochement avec les Le Pen? La guerre idéologique, elle est déjà là. Les idées, elles sont déjà, à mon avis, on ne peut plus rassembler. Si on fait l'histoire du temps présent, on ne peut plus rassembler, je le répète, entre les néo-nationalistes et les néolibéraux. Il y a une guerre entre les deux, et c'est là que je vous dis, cette force d'aimantation contradictoire, de toute façon, depuis 2 ans, elle n'a fait que réduire petit à petit la droite. Et on est tombé à 8% aux européennes. Enfin, moi, même à la Libération. Depuis Nicolas Sarkozy, depuis la fin du quinquennat Nicolas Sarkozy, Oui. depuis 2012, Oui. l'espace idéologique, Je suis d'accord avec vous, parce que contrairement à ce que disent certains leaders de la droite, ce n'est pas Macron qui est à la manœuvre, ce sont les électeurs. Et Macron, il est le résultat du choix des électeurs d'abandonner ses droites. Mais la tâche paraît impossible. Ou en tout cas très difficile. Au lendemain de la guerre, quand la droite était, excusez-moi l'expression, au fond du trou, elle faisait encore aux élections législatives à l'Assemblée constituante en 1945 et en 1946 15% des voix. On est à 8. On n'a jamais connu ça. Pardon, la droite traditionnelle. Mais le Rassemblement national, c'est la droite quand même. Donc, on n'est pas d'accord avec ça. Pardon. L'historien ne peut que contester cette affirmation. Ah oui, pour vous, la Rassemblement national n'est pas la droite. Je veux dire, c'est exactement l'équivalent, justement, après la guerre, de ce gens qui se cachaient d'une certaine manière dans les partis traditionnels. Ce sont les héritiers, justement, de la droite après la guerre. C'est une droite qui avait été... qui avait évité la honte par son action dans la résistance. Voilà. Là, on est dans l'héritage du vichisme, on est dans l'antigaullisme absolu avec le Rassemblement national. Et en tout cas, Christian Jacob doit aller vite pour reconstruire cette droite. Il y a la présidentielle, on va y revenir, mais avant cela, il y a les municipales, scrutin historiquement favorable au parti. Et cette fois, qu'en sera-t-il? Élection test pour LR. Je vais vous interroger dans un instant sur ce point, mais on va d'abord poser la question à Roger Carucci. Le sénateur est à vos côtés en salle des conférences, Quentin Calmet. Roger Carucci, est-ce que vous vous réjouissez de l'élection de Christian Jacob? Il était davantage modéré qu'un Julien Aubert ou un Guillaume Larrivé qui avait des lignes peut-être plus à droite que la vôtre. Vous vous réjouissez de l'élection de Christian Jacob? L'ayant soutenu et l'ayant parrainé, si je ne m'en réjouissais pas, je serais un peu dans la contradiction. Non, moi je pense que je m'en réjouis à double titre. D'abord parce que ça correspond à peu près aux idées qui sont les miennes. Et puis deuxième élément, parce que cette élection s'est traduite par une mobilisation supérieure à ce qu'on imaginait, parce que tout le monde disait il n'y a pas d'enjeu, ça n'intéresse personne. Une élection au premier tour. Vote au premier tour, 63 000 votants, plus de 62% pour Christian Jacob, après un débat qui a été parfois un peu vif, mais qui est resté dans les limites du raisonnable, sans division particulière. Donc oui, on peut se considérer que ce vote, cette élection du président de la République est plutôt une réussite. Alors, il y a un grand défi dans 5 mois pour Christian Jacob, c'est la bataille pour les municipales. Vous êtes d'ailleurs vice-président de la Commission nationale d'investiture. Actuellement, 35 des 69 mairies de plus de 70 000 habitants appartiennent à des maires LR. Quel est votre objectif? Comment ça va se passer? On ne donne pas de chiffres, mais c'est plus prudent. Mais moi, je pense que globalement, nos maires sortants sur l'ensemble des grandes villes de plus de 30 000 habitants sont en bonne position lorsqu'ils sont un nouveau candidat pour être réélus. Un peu partout, nous avons fait des sondages qui sont très très loin des européennes, c'est-à-dire que tous ceux qui se disaient « Oh là là, regardez, aux européennes, la liste En Marche a fait des scores faramineux et la liste LR a fait des scores médiocres », eh bien, en réalité, pour les municipales, ce n'est pas du tout le même système. Les candidats tête de liste sortants sont connus et reconnus par les habitants qui se portent sur eux. Donc, je pense que globalement, on aura plutôt une poursuite, une continuité, avec un élément de réserve, c'est que 2014 avait été une année faste, une vague bleue, donc il faut s'attendre à quelques réajustements, mais pas de chamboulement. Très rapidement, est-ce que les Républicains jouent leur survie avec cette élection, ces élections municipales? Chaque fois qu'il y a une élection, on nous dit qu'on joue notre survie. Puis depuis le temps qu'on dure, j'en déduis que soit on a la peau dure, soit on est très compétent.
Non, ce qui se joue, c'est le maillage territorial, parce que c'est ce maillage territorial qui va engendrer ensuite les élections départementales et régionales et les élections sénatoriales. En revanche, ce n'est pas les élections municipales qui font l'élection présidentielle. Donc on a besoin de conserver notre maillage territorial et de se redresser au niveau national par un programme, par une mobilisation et par une incarnation de candidats. Merci Roger Carucci. Et vous connaîtrez toutes les têtes de liste a priori fin novembre. Fin novembre, début décembre, ce sera bouclé. Voilà, donc pour les municipales de l'année prochaine. C'est noté. Merci beaucoup, Quentin. Vous vouliez réagir, Fabrice Vessarodon? Oui, on reconnaît bien le verbe de Roger Carucci et puis avec son optimisme habituel. Ça va être une élection difficile, hein, c'est municipal pour les Républicains. Déjà, dans la phase des investitures, moi je renvoie à la phase d'investiture des législatives. Comment la République En Marche a réussi à capter un certain nombre de candidats. Un cas précis, qui aujourd'hui est ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, en Normandie, c'était pas compliqué. Soit il partait avec Emmanuel Macron, soit il était battu et il n'était plus rien, ni député, ni ministre à terme. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de communes où effectivement, et c'est là où Roger Carucci a raison, c'est une élection qui est très différente des européennes, etc. Parce que ce sont d'abord des hommes qui sont élus, avec parfois un bilan, avec un savoir-faire, etc. Il n'empêche que je pense que beaucoup de sortants vont être confrontés, et républicains vont être confrontés à un vrai dilemme. Soit vous venez avec nous, soit on vous fait perdre. Ça va vraiment donner une indication sur l'état du parti, ces municipales, Karine Bécard? Oui, ça je pense, mais par contre je partage absolument pas ce que je viens d'entendre. Décidément, allez-y. Il y a eu effectivement, ça a été rappelé, une vague bleue assez importante qu'on avait d'ailleurs, dont on avait trop peu parlé à l'époque, en 2014, qu'on avait eu du mal à reconnaître ça à Jean-François Copé, c'était compliqué à l'époque. Mais moi je pense au contraire que si on regarde par exemple quelques sondages qui sont sortis sur des grosses villes, mais dont on parle peu ou en tout cas pas suffisamment, je pense à Saint-Étienne, je pense à Reims, il y en avait une troisième, le nom m'échappe. Systématiquement, ces maires sortants qu'on fait un seul mandat, donc il s'agit de Gaël Perdriau à Saint-Étienne. Arnaud Robinet à Reims. Ils font des scores, mais ils sont réélus quasiment dès le premier tour. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que les candidats de La République En Marche, qu'on ne connaît pas, font des scores de moins de 10%. D'accord. Alors, il peut se passer plein de choses. Il y a 6 mois de campagne. Enfin, je veux dire, on ne va pas déjà imaginer les scores. Mais je pense malgré tout que toutes ces villes dont finalement les Français connaissent assez peu les maires vont dérouler leur campagne. Ce sera les maires sortants et ça devrait, comme le dit Roger Carucci, je suis assez d'accord avec lui, relativement bien se passer. Après, il y a effectivement des lieux un peu symboliques. On parle beaucoup effectivement de Nice, on parle beaucoup de Marseille. On parle de Paris. Il y a de Paris. Enfin, quoique Paris, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Mais non, mais enfin, je veux dire, la droite n'est pas en capacité de gagner Paris. Non, c'est pas trop la droite. Oublions quoi. Enfin, je veux dire, passons. Enfin bref. Mais et là encore, je pense que Christian Jacob, c'est plutôt la bonne personne parce que il est habile, comme je disais tout à l'heure, et il a déjà dit qu'il va effectivement donner un certain nombre, toutes les investitures qu'il faudra, mais il va laisser ses têtes de liste décider de ces listes. Oui. Et ben donc du coup, en fait, il y aura probablement des accords avec des gens de la société civile qui plus tard se révéleront en fait être des macronistes. La République En Marche pourra dire, regardez, on est passé de 2000 conseillers municipaux à désormais 12 000, 15 000, 20 000. Et ça, c'est possible. On a fait un sacré bond, mais au final, le maire sera gentiment un maire d'hiver droite. Et le 22 mars, on pourra dire, quand on appartient aux Républicains, on a plutôt bien vécu ces élections municipales. Donc je ne crois pas que ça va révolutionner la... Reste à voir quelle marge de manœuvre, quelle liberté la République En Marche va laisser à ses candidats. Et puis David Bellamy, il y a cet ancrage territorial qui fait défaut à la République En Marche, qui ne fait pas du tout défaut à la droite. Ça rappelle tout à fait la situation du parti gaulliste quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, l'UNR, qui n'a pas beaucoup d'ancrage local, qui n'a pas beaucoup d'élus locaux, et les gaullistes vont mettre 20 à 25 ans pour se construire un réseau local qui va leur permettre, dans les années 80, de devenir de plus en plus puissants dans cette maison au Sénat. La République En Marche est un petit peu dans cette situation-là, où elle a les commandes au niveau national. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que derrière cette municipale, il y aura une élection qui sera bien plus considérable, ce seront les régionales, parce que là, on sera dans un combat vraiment politique, et avec des confrontations très, très dures. On voit déjà Xavier Bertrand, par exemple, dans les Hauts-de-France, qui essaye de n'avoir en face de lui aucune autre liste que la sienne, soutenue par la République En Marche, face à la liste de l'extrême droite.
là encore, à nouveau, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace entre les deux, même si c'est lui qui mène cette liste. Isabelle Vermasson. Alors, pour continuer dans ce que disait Karine Bécard, c'était vrai aussi qu'il va y avoir des alliances, tout ça, on le sait bien comment ça se passe au niveau local. Mais il y aura des alliances avec des gens qui cacheront leur étiquette La République En Marche, mais il y aura aussi des alliances avec des gens qui sont Rassemblement National. Et moi, je crois que c'est là que les choses aussi peuvent se jouer. C'est-à-dire qu'on voit bien que la droite traditionnelle est piégée par la présence et la force du Rassemblement National, on le sait bien, entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National, quelle est la place, on en a déjà parlé. Mais au niveau local, on peut un peu jouer de cette situation-là pour être plus fort et pour être élu. Et c'est peut-être là que va émerger, alors c'est vrai qu'on l'a déjà dit, qu'à chaque élection, on se pose cette question et que ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été une sorte d'expérience, de lieu d'expérience pour un futur rapprochement entre la droite traditionnelle et le Rassemblement National. Mais je pense que cette élection-là peut quand même être un lieu d'expérimentation. Et après les municipales, le scrutin que doit absolument préparer Christian Jacob, c'est la présidentielle. À l'heure où l'on se parle, aucune figure n'émerge vraiment pour représenter la droite en 2022. On l'a un peu dit. Plusieurs personnalités se distinguent pourtant. On pense à Gérard Larcher, très actif ces derniers mois sur les territoires, qui a clôturé sa tournée jeudi soir à Sèvres, qui a publié un livre entretien avec notre consoeur du Figaro, Marion Mourgue, tout en précisant qu'il n'était pas candidat pour 2022. On pense aussi à Xavier Bertrand, qui lui a quand même accordé, disons-le, une très longue interview au Journal du Dimanche hier, pile le jour où les militants LR élisaient leur président. Alors faut-il y voir un signe? Vous allez me répondre. En tout cas, effectivement, ce ne sera pas Christian Jacob, c'est certain. Pas sûr d'ailleurs que ce soit une primaire qui départage tous les volontaires. Écoutez. J'ai toujours été opposé à la primaire, je l'étais avant-hier, hier et aujourd'hui. Je pense que cette primaire, vous savez, en règle générale, quand on importe des solutions de la gauche, ça nous réussit rarement. Et ce système qui consiste à dire il faut d'abord diviser pour mieux rassembler après, on a envie de dire, et si on rassemblait tout de suite? Pour ce qui vous concerne, la présidentielle 2022, pour vous, c'est non et bien non, hein? Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur ce sujet. David Bellamy, ce serait une erreur pour la droite, après ce qu'elle vient de vivre, de se lancer dans des primaires pour 2022 ? Je ne sais pas, mais si je suis logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça paraît très très difficile d'imaginer que les militants soient capables de trouver le bon candidat qui, lui, l'emportera dans les urnes au deuxième tour de la présidentielle. On le disait tout à l'heure en aparté, à part François Hollande, connaissez-vous un candidat issu d'une primaire ouverte qui l'ait emporté ? Est-ce que les militants sont les mieux à même de choisir le bon candidat pour leur camp ? C'est la question. À droite, sans compter que ça donne une campagne pleine de divisions, de piques, de rancœurs. Les grands vainqueurs à droite, ce sont ceux qui étaient imposés parce qu'ils étaient déjà à la tête du parti. Jacques Chirac. Oui, ou avait un parcours. C'est le cas d'Alain Juppé, qu'on nous avait quasiment annoncé président de la République, et qui aujourd'hui est plutôt rallié d'ailleurs à Emmanuel Macron. Qui pour se distinguer avant cette présidentielle, Karine Bécard? On n'y arrive pas là, on ne peut pas trouver. Ah non, mais moi je trouve il n'y a personne. Mais il y a absolument. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas besoin de primaire parce qu'il n'y a juste personne en fait. Et c'est très dur de dire ça. Ça paraît presque provocateur. Mais bon, Gérard Larcher, effectivement, on en parle. C'est difficile. Il a dit non, il a clairement dit. Mais voilà, déjà, moi je considère qu'il a dit non. Et surtout, en fait, toute la manœuvre qu'il fait en ce moment, elle est tout à fait louable. D'ailleurs, il essaie juste de préparer ses sénatoriales et il n'a pas envie de quitter le plateau. Et on le comprend très bien. Et il fait bon, voilà. Ensuite, quand on parle de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, on n'a pas beaucoup parlé de Valérie Pécresse ce soir. Voilà, c'est des présidents de région. Les élections, donc, ça les empêche de devenir des présidents. Il faut déjà qu'ils clarifient les choses. Je rappelle que les élections régionales, ça y est, on a la date, c'est mars 2021. Juste un an ou un an et quelques mois avant la présidentielle. Donc il faudra choisir, à mon avis, si on veut être honnête avec les électeurs, quand même, soit les régionales, soit la présidentielle. Ça sera compliqué de courir les deux. Et puis, surtout... A contrario, ça peut être un tremplin. À contrario, ça peut être un tremplin. C'est un tremplin. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, justement, dans les nouvelles règles de la vie politique dont je parle depuis le début, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui dire « c'est formidable, j'ai été élu dans ma région, donc je suis candidat
candidat à l'élection présidentielle. Sauf si vous avez un désert dans l'offre. C'est pas comme ça que ça se passe. Sauf si vous avez un désert dans l'offre. Et là, il y a un désert. Et peut-être que ce désert, il va se poursuivre jusqu'en 2021. Non, mais c'est surtout il est possible que la droite, à un moment donné, elle ait besoin d'un candidat. C'est surtout que les élections régionales, et avec l'existence d'une présidence des régions, ça donne une visibilité, une légitimité, une puissance qui vient de la situation politique et du fait d'être un chef, d'être un président. Une région, voilà, on est un baron. Enfin, traditionnellement, depuis le Moyen-Âge. On donne le sentiment de savoir gérer un territoire. Celui qui dirige un territoire a du poids et de la présence. Donc Macron c'est vrai. a décoché toutes ces cases-là, hein, quand même. Hein. Oui. Non, mais excusez-moi, hein, ça pour colle lui-même, vous voulez dire. Mais aujourd'hui, Macron, il a décoché toutes les cases. Oui. Donc on ne peut pas tellement s'en servir, sauf pour dire que justement, il n'y a pas de règles. En tout cas, ça existe. Donc voilà, bien sûr. Mais c'est vrai que Macron, étant donné que son expérience ne ressemble à aucune autre avant lui, fait que à la fois, on ne peut pas s'en servir pour comparer quoi que ce soit, et au contraire, on peut dire que tout est ouvert. Mais en tous les cas, si on utilise les modes de fonctionnement de la vie politique et la question de la gouvernance, du poids, de la légitimité, c'est vrai qu'une première sélection, d'ailleurs Chirac l'a fait avec la mairie de Paris, les premières sélections pour devenir président de la République, c'est déjà d'être à la tête de quelque chose, à la tête d'une grande ville, à être Premier ministre, à la tête d'une région. C'est le seul sous la cinquième. Ni Pompidou, ni De Gaulle, ni Giscard. Pompidou a été Premier ministre, donc je l'avais cité. C'est pas des barons. Non, mais il faut s'extraire du militant commun et être à la tête de quelque chose, d'un gouvernement, d'une région, d'une grande ville. C'est une manière qui évite justement les primaires. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. La notion de territoire. On voit qu'il y a une bataille du territoire. Ces temps derniers, tout le monde veut faire du territoire. Il y a eu l'effet Gilets jaunes. Et l'effet Gilets jaunes, probablement. Et en particulier Emmanuel Macron. Oui, puis c'est la crainte aussi des primaires. On voit bien que les primaires ont été une catastrophe pour les politiques. Donc, ils sont en train de chercher quelque chose qui leur évite de passer par les primaires. La primaire est quelque chose, c'est absolument impondérable. On se souvient que Ségolène Royal a battu deux énormes hommes politiques, qui étaient Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Enfin, que Nicolas Sarkozy a été élu troisième, c'est-à-dire qu'il a été viré. Quand je vous écoute, en fait, vous me donnez le sentiment d'avoir peur du vide, et donc on cherche des noms, et donc les deux noms sur lesquels on retombe systématiquement quand on pense à la droite, c'est Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Ah non, Valérie Pécresse, on en parlait moi c'est François Barois. Alors, mais on peut le mettre dans le même sac. Il nous reste déjà un marché. Mais c'est déjà pas mal. Le souci, c'est, je trouve malgré tout que ces gens-là, en fait, sont démonétisés, et sans méchanceté pour eux. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on voit depuis très longtemps, on le disait tout à l'heure, ils étaient déjà là à l'époque de Nicolas Sarkozy. Je suis plus certaine qu'aujourd'hui on a envie de ça. Ils ont été ringardisés par Emmanuel Macron. Ils ne sont pas morts pour autant. Je crois qu'on est rentré dans un autre moment. Une autre ère, une nouvelle ère. Souvent surprenante, et elle produit des renouvellements qu'on n'a pas attendus. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, vous avez rendez-vous à 7h30, comme tous les matins, avec Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité sera Damien Abad, député LR de l'Ain. Bonne soirée sur Public Sénat.